Le soleil de juin baignait les jardins de l'université de la Sorbonne d'une lumière dorée, transformant cette journée de remise des diplômes en un tableau impressionniste. Les familles affluaient par centaines, chacune portant dans ses yeux cette fierté particulière qui accompagne les grandes réussites. Gabriel Moncler ajusta sa montre Patek Philippe et observa la foule depuis sa Bentley Continental, garée discrètement à l'ombre des platanes centenaires. À 52 ans, cet homme aux tempes grisonnantes possédait un empire financier qui s'étendait de Paris à New York. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel l'avait poussé à quitter ses bureaux du 16e arrondissement. Sa nièce Claire terminait ses études de droit international, et malgré leur relation tendue depuis la mort de son frère, Gabriel avait promis d'être présent. Il descendit de sa voiture, ignorant les regards curieux que suscitait son costume sur mesure et sa prestance naturelle. Les étudiants en toge noirs se pressaient autour de leur famille, et l'air résonnait de rires et d'exclamations joyeuses en plusieurs langues. Gabriel naviguait dans cette marée humaine, avec l'aisance d'un homme habitué aux foules, cherchant du regard le visage familier de Claire parmi cette jeunesse triomphante. C'est alors qu'il la vit. Au milieu de la cohue, près du grand amphithéâtre, une femme aux cheveux châtains relevés en chignon élégant applaudissait une jeune diplômée. Gabriel s'immobilisa net, son cœur manquant un battement. Cette silhouette, cette façon particulière de porter la tête légèrement inclinée sur le côté, ces mains fines qu'il avait vues 1000 fois, « Isabelle », murmura-t-il, le souffle coupé. Isabelle Moreau, son ancienne gouvernante, celle qui avait pris soin de lui et de son frère pendant leur adolescence tumultueuse, celle qui avait disparu de sa vie 15 ans plus tôt dans des circonstances qu'il préférait ne pas se rappeler. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous qu'il s'est passé entre Gabriel et Isabelle il y a 15 ans? Gabriel se fraya un chemin à travers la foule, son regard fixé sur cette apparition du passé. Plus il s'approchait, plus il était certain de ne pas se tromper. Isabelle avait vieilli avec une grâce naturelle, ses traits s'étaient affinés, mais elle conservait cette beauté sereine qui l'avait toujours caractérisée. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante, et son sourire radieux était entièrement dirigé vers la jeune femme à ses côtés. C'est en observant cette jeune diplômée que Gabriel ressentit un second choc, plus violent encore que le premier. La jeune femme qui serrait Isabelle dans ses bras ressemblait à Gabriel d'une manière troublante. Même structure osseuse, même regard vert intense, même fossette au menton. Elle devait avoir une vingtaine d'années, l'âge qu'aurait... Gabriel secoua la tête, refusant d'aller au bout de cette pensée. C'était impossible. Pourtant, en observant la façon dont elle bougeait, ses gestes, son port de tête altier, il retrouvait ses propres manières, celles de sa famille, transmises de génération en génération. « Félicitations, ma chérie », entendit-il Isabelle dire avec cette voix douce qu'il n'avait jamais oubliée. « Je suis si fier de toi, Émilie. Ton père aurait été... » Elle s'interrompit, ses yeux se voilant d'une tristesse fugace. Gabriel se figea. Le père de cette jeune femme, qui était-il? Et pourquoi Isabelle parlait-elle de lui au passé? Une multitude de questions se bousculaient dans son esprit, mais il n'osait pas s'approcher davantage, paralysé par l'émotion et par la peur de ce qu'il pourrait découvrir. Émilie, il connaissait maintenant son prénom, rayonnait de bonheur. Elle tenait son diplôme comme un trésor et Gabriel remarqua qu'elle avait obtenu sa licence de littérature française avec mention très bien. Une intellectuelle comme l'avait été Isabelle. La jeune femme se tourna soudain dans sa direction et leurs regards se croisèrent l'espace d'un instant. Gabriel sentit son sang se glacer. Ses yeux, il les connaissait. Il les voyait chaque matin dans son miroir. « Maman, dit Émilie en désignant Gabriel d'un geste discret, cet homme nous observe depuis plusieurs minutes. Tu le connais ?» Gabriel vit Isabelle se retourner lentement, et quand leurs yeux se rencontrèrent enfin après 15 années de silence, le temps sembla s'arrêter. Le visage d'Isabelle pâlit d'abord, puis se teinta d'une rougeur profonde. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler, mais aucun son n'en sortit. « Gabriel », finit-elle par murmurer, son nom résonnant comme une prière ou une malédiction. Autour d'eux, la fête continuait, mais ils étaient enfermés dans une bulle de souvenirs et d'émotions non résolues. Gabriel fit un pas vers elle, puis s'arrêta, incertain de la réaction qu'il allait provoquer. 15 ans. 15 années pendant lesquelles il avait essayé de l'oublier,
de se convaincre qu'elle n'avait été qu'une employée parmi d'autres dans la grande demeure familiale de Neuilly-sur-Seine. Mais Isabelle n'avait jamais été une simple employée. Arrivée chez les Montclair quand Gabrielle avait 17 ans et son frère Antoine 15, elle était devenue bien plus qu'une gouvernante. Avec une patience infinie, elle avait apprivoisé ces deux adolescents révoltés par la mort récente de leurs parents dans un accident d'avion. Elle avait été leur confidente, leur guide, leur ancre dans la tempête de l'adolescence. Et pour Gabrielle, au fil des années, elle était devenue quelque chose de plus précieux encore, quelque chose qu'il n'avait jamais osé nommer. « Isabelle », dit-il enfin, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » C'était pathétique comme phrase d'approche après 15 ans, mais que pouvait-il dire d'autre? Comment résumer 15 années de questions sans réponse, de regrets et de colère? Émilie regardait alternativement sa mère et cet inconnu élégant, sentant confusément que quelque chose d'important se jouait devant elle. « Maman ?» interrogea-t-elle doucement. « Tout va bien ?» Isabelle prit une profonde inspiration, retrouvant peu à peu sa contenance. Elle posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille et redressa les épaules avec cette dignité naturelle que Gabrielle lui avait toujours connue. « Émilie, dit-elle d'une voix plus ferme, je te présente Gabriel Montclair, un ancien employeur. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang, créant des ondulations invisibles mais perceptibles. Gabriel tressaillit à cette présentation si froide, si réductrice de ce qu'ils avaient partagé. Mais pouvait-il s'attendre à autre chose après la façon dont ils s'étaient quittés? Émilie tendit poliment la main vers Gabriel, et quand il la serra, il fut frappé par la ressemblance de ses gestes avec les siens. Cette façon particulière de serrer la main, ferme mais brève, qu'on lui avait enseignée dans sa jeunesse. Où avait-elle appris cela? « Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle, » dit-il, sa voix retrouvant peu à peu son timbre habituel. « Félicitations pour votre diplôme. Littérature française, je crois. »« Merci, » répondit Émilie avec un sourire qui illumina son visage. Gabriel sentit son cœur se serrer. Ce sourire, il l'avait vu 1000 fois sur d'anciennes photos de famille, sur le visage de son propre père. « J'ai toujours aimé la littérature. Maman m'a transmis cette passion très tôt. » Elle regarda Isabelle avec une affection évidente, et Gabriel comprit que malgré tout ce qui avait pu se passer, Isabelle avait été une mère aimante et présente. Un silence gêné s'installa entre eux. Gabriel cherchait désespérément quelque chose à dire, un moyen de prolonger cet instant sans paraître indiscret. Mais que faire? Inviter Isabelle à prendre un café comme si rien ne s'était passé? Lui demander de but en blanc pourquoi elle était partie sans un mot d'explication? Et surtout, comment aborder la question qui lui brûlait les lèvres? Qui était le père d'Émilie? « Gabriel » dit soudain une voix familière derrière lui. Il se retourna pour voir Claire qui s'approchait, rayonnante dans sa toge de diplômée. « Je te cherchais partout. Tu as vu? J'ai eu ma mention. » Elle s'arrêta en remarquant Isabelle et Émilie, son sourire s'estompant légèrement face à la tension palpable qui régnait entre les adultes. « Claire » dit Gabriel, reconnaissant de cette diversion. « Félicitations, ma chérie. Je suis fier de toi. » Il embrassa sa nièce avec une affection sincère, puis se tourna vers Isabelle. « Claire, je te présente Isabelle Moreau et sa fille Émilie. » Isabelle. « Claire est ma nièce. » Claire, avec l'intuition propre aux femmes, perçut immédiatement que cette rencontre n'était pas anodine. Elle salua poliment Isabelle, mais Gabriel vit ses yeux s'attarder sur Émilie avec une curiosité évidente. La ressemblance était-elle si frappante que même Claire la remarquait. « Vous étiez dans la même promotion qu'Émilie » demanda Isabelle à Claire, visiblement soulagée de pouvoir détourner la conversation sur un sujet plus neutre. Les deux jeunes femmes commencèrent à discuter de leurs études, découvrant qu'elles avaient suivi certains cours en commun sans jamais vraiment se remarquer. Gabriel en profita pour observer Isabelle plus attentivement. Elle avait maigri. Ses traits s'étaient de creuser, mais elle conservait cette élégance naturelle qui l'avait toujours caractérisée. Ses mains, qu'il avait si souvent regardées quand elle servait le thé ou rangeait ses livres, portaient maintenant une simple alliance en or. Elle était mariée ou l'avait été. Cette découverte lui fit l'effet d'un coup de poing à l'estomac. « Tu habites toujours dans la région parisienne ?» finit-il par demander, profitant d'une pause dans la conversation des jeunes femmes. Isabelle se tourna vers lui, et il lut dans ses yeux une méfiance qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Nous vivons à Vincennes », répondit-elle brièvement. « J'enseigne dans un lycée du quartier. Professeur. » Cela lui allait bien.
Gabriel se souvenait de la façon dont elle l'aidait dans ses devoirs, de sa patience infinie pour lui expliquer les subtilités de la littérature ou de l'histoire. Elle avait toujours eu l'âme d'une enseignante. Et le père d'Émilie? La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Il vit Isabelle tressaillir et Émilie lever les yeux vers sa mère avec une expression soudain attristée. « Pardonnez-moi » se reprit-il aussitôt. « Je n'aurais pas dû... »« Il est mort » coupa Isabelle, sa voix devenant glaciale. « Il y a 5 ans. » Le silence qui suivit fut pesant. Gabriel se sentit rougir de honte. Comment avait-il pu être si maladroit? Mais en même temps, une partie de lui était soulagée d'apprendre qu'Isabelle était veuve. Cette pensée le dégoûta aussitôt. Quel genre d'homme était-il pour éprouver du soulagement à l'annonce de la mort du mari de la femme qu'il avait aimée, car il l'avait aimée? Il pouvait bien se l'avouer maintenant, après toutes ces années. Il avait aimé Isabelle Moreau d'un amour impossible, dévorant, qu'il avait tenté de dissimuler derrière l'autorité du maître de maison. Il avait 25 ans quand elle était arrivée chez eux. Elle en avait 28. 3 ans de différence qui paraissaient un gouffre à l'époque, entre le jeune héritier fougueux qu'il était et cette femme mûre, posée, qui venait de perdre son propre emploi dans une famille de la banlieue lyonnaise. Au début, leur rapport avait été purement professionnel. Isabelle s'occupait de l'intendance de la maison, veillait sur Antoine qui traversait une période difficile, et Gabriel la croisait parfois dans les couloirs sans lui prêter grande attention. Mais peu à peu, il avait commencé à la remarquer. Sa façon de fredonner en travaillant, son sourire patient quand Antoine faisait des caprices, sa culture impressionnante qui transparaissait dans leurs conversations occasionnelles. Et puis, il y avait eu cette soirée d'hiver où Antoine était tombé malade. Une grippe qui avait dégénéré en pneumonie, nécessitant une hospitalisation d'urgence. Gabriel se souvenait encore de l'angoisse qu'il avait étreint à l'idée de perdre son frère, le seul membre de sa famille qui lui restait. Isabelle était restée à ses côtés toute la nuit à l'hôpital, lui apportant du café, posant parfois une main réconfortante sur son épaule. Au petit matin, quand les médecins avaient annoncé que le pire était passé, Gabriel s'était effondré dans ses bras, libérant des mois de tension et de chagrin accumulés. C'est cette nuit-là qu'il était tombé amoureux d'elle. Pas du coup de foudre spectaculaire des romans, mais de cette façon lente et profonde qui transforme tout votre être. Dès lors, chaque jour passé dans la même maison qu'elle était devenue un délicieux supplice. Il guettait ses pas dans l'escalier, trouvait des prétextes pour traîner dans la cuisine quand elle préparait les repas, se délectait des moments où il se retrouvait seul dans la bibliothèque. Mais Isabelle restait parfaitement professionnelle, gardant cette distance respectueuse qui soyait à sa position. Gabriel n'était pas sûr qu'elle ait jamais soupçonné ses sentiments, du moins pas au début, car au fil des mois, il était devenu de plus en plus difficile de dissimuler son trouble. Leur conversation s'était faite plus longue, plus intime. Il lui parlait de ses projets, de ses doutes concernant l'avenir de l'entreprise familiale. Elle l'écoutait avec cette attention bienveillante qui la caractérisait, dispensant parfois des conseils d'une sagesse surprenante pour son âge. « Monsieur Monclerc ?» La voix d'Émilie le tira de ses souvenirs. « Excusez-moi, mais vous sembliez absent. » Gabriel secoua la tête, réalisant qu'il était resté silencieux plusieurs minutes, perdu dans ses pensées. Isabelle l'observait avec une expression indéchiffrable, et il se demanda si elle avait deviné le cours de ses réflexions. « Pardonnez-moi, » dit-il en retrouvant sa contenance. Cette rencontre, inattendue, ravive beaucoup de souvenirs. Il regarda sa montre, conscient que cette conversation ne pouvait pas se prolonger indéfiniment sur les marches de l'université, au milieu de la foule des familles en liesse. Peut-être pourrions-nous... Il hésita, cherchant ses mots. « J'aimerais beaucoup que nous puissions discuter plus longuement, Isabelle. Si tu es d'accord, bien sûr. » Isabelle échangea un regard avec sa fille, qui haussa imperceptiblement les épaules, comme pour dire « Pourquoi pas ?»« Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Gabriel, » répondit-elle. Finalement, le passé est le passé. Mieux vaut parfois ne pas le remuer. « Maman, » intervint Émilie avec douceur, « tu m'as toujours dit qu'il fallait affronter les choses plutôt que les fuir. » Isabelle sourit tristement à sa fille, reconnaissant ses propres paroles. « Et puis, » ajouta la jeune femme avec un sourire espiègle, « j'avoue que je suis curieuse d'en savoir plus sur cette époque de ta vie dont tu ne parles jamais. » Gabriel sentit un espoir fou naître dans sa poitrine. « Il y a un petit café tranquille boulevard Saint-Michel, » proposa-t-il. « Le Procope, tu te souviens? Tu m'avais dit un jour que c'était ton endroit préféré à Paris. » Il vit Isabelle tressaillir au rappel de ce souvenir partagé.
Oui, elle s'en souvenait. Comment aurait-elle pu oublier cette conversation qu'ils avaient eue un dimanche après-midi dans la bibliothèque de Neuilly alors qu'elle rangeait des livres et qu'il faisait semblant de lire? « Maman » insista gentiment Émilie. Isabelle poussa un soupir résigné. Elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter cette confrontation éternellement. Tôt ou tard, il faudrait bien qu'elle dise la vérité. À Gabriel, mais surtout à sa fille. « Très bien », concéda-t-elle finalement. 1 heure, pas plus. Gabriel acquiesça, n'osant pas croire à sa chance. Claire, qui avait assisté à cet échange avec une fascination croissante, proposa de se joindre à eux, mais Gabriel déclina poliment son invitation. Certaines conversations nécessitaient l'intimité. Le trajet jusqu'au Procope se fit dans un silence tendu. Gabriel avait proposé de les emmener dans sa voiture, mais Isabelle avait préféré prendre le métro avec Émilie. Ils se retrouvèrent donc devant le célèbre café littéraire, lieu chargé d'histoire où avaient débattu Voltaire, Diderot et tant d'autres grands esprits. L'ironie de la situation n'échappa pas à Gabriel. Ils allaient peut-être enfin avoir la conversation qu'ils auraient dû avoir 15 ans plus tôt. Le maître d'hôtel reconnut immédiatement Gabriel. Les Montclair étaient des clients réguliers depuis plusieurs générations et les installa à une table discrète dans un recoin du restaurant. Émilie regardait autour d'elle avec émerveillement, admirant les boiseries anciennes et les portraits des illustres habitués du lieu. « Quel endroit magnifique !» s'exclama-t-elle. « On se croirait dans un roman du XVIIIe siècle. »« Votre fille a bon goût, » dit Gabriel à Isabelle en s'asseyant. « Elle tient cela de vous. » Isabelle ne répondit pas, occupée à étudier la carte comme si sa vie en dépendait. Gabriel comprit qu'elle utilisait ce prétexte pour éviter son regard. Lui-même se sentait nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Ils commandèrent un thé pour Isabelle, un café pour Gabriel et un chocolat chaud pour Émilie qui n'avait pas résisté à la tentation malgré la chaleur de juin. Un silence pesant s'installa, chacun attendant que l'autre prenne la parole. Ce fut finalement Émilie qui brisa la glace. « Alors, monsieur Montclair, dit-elle avec l'aplomb de sa génération, maman était votre gouvernante, elle ne m'a jamais raconté cette époque de sa vie. » Elle regarda sa mère avec une curiosité amusée. Pourtant, d'habitude, elle n'est pas avare d'anecdotes sur ses anciens emplois. Gabriel jeta un coup d'œil à Isabelle, qui gardait obstinément les yeux baissés. « Votre mère était bien plus qu'une gouvernante, » dit-il doucement. « Elle est quelqu'un d'exceptionnel. Sans elle, je ne sais pas comment mon frère et moi aurions surmonté cette période difficile de notre vie. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Nous venions de perdre nos parents. Nous étions jeunes, perdus. Isabelle nous a appris à redevenir une famille. » Émilie sourit, visiblement touchée par cette description. « Cela ressemble bien à maman, » dit-elle affectueusement. « Elle a toujours eu le don de réparer les cœurs brisés. » Gabriel se demanda si cette remarque contenait une allusion personnelle. Qui avait été ce père qu'Émilie avait perdu? Et pourquoi Isabelle avait-elle quitté la maison des Montclair si brutalement? « Isabelle, » dit-il enfin, se décidant à aborder le sujet qui lui tenait à cœur, « je dois te demander, pourquoi es-tu partie comme ça? Sans un mot, sans explication? Un matin, tu n'étais plus là, et j'ai appris par la gouvernante intérimaire que tu avais donné ta démission par lettre. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Même après toutes ces années, cette blessure était encore à vif. Isabelle releva enfin les yeux vers lui, et Gabriel y lut une douleur qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Tu le sais très bien, Gabriel, » dit-elle dans un souffle. « Ne me force pas à dire des choses que ta fille n'a pas besoin d'entendre. » « Ma fille. » Gabriel sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? « Maman ?» interrogea Émilie, sentant la tension monter entre les deux adultes. « De quoi parlez-vous » Isabelle lui prit la main par-dessus la table, la serrant avec une tendresse protectrice. « Ma chérie, » dit-elle doucement, « il y a des choses sur mon passé que je ne t'ai jamais dites, des choses compliquées. » Elle jeta un regard suppliant à Gabriel, le mettant au défi de continuer sur cette voie. Mais Gabriel était allé trop loin pour reculer maintenant. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de comprendre. « Émilie, » dit-il, sa voix devenue grave, « quel âge avez-vous exactement ?» La jeune femme le regarda avec surprise, ne comprenant pas le rapport avec la conversation. « 22 ans, » répondit-elle. « Pourquoi ?» Gabriel fit un rapide calcul mental. 22 ans. Si elle était née en 2003. Il regarda Isabelle, qui avait fermé les yeux comme pour se préparer à un coup. « Isabelle, » murmura-t-il, « dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Mais au fond de lui, il savait déjà. Cette ressemblance troublante, cette intelligence vive qu'il reconnaissait, ces gestes familiers,
Tout prenait soudain un sens terrible et merveilleux à la fois. « Maman, dit Émilie d'une voix tremblante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il croit ?» Isabelle ouvrit les yeux et regarda sa fille avec une infinie tendresse mêlée de regret. « Ma chérie, dit-elle, sa voix se brisant, Gabriel Moncler n'est pas seulement mon ancien employeur, il est ton père. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Émilie regardait alternativement sa mère et Gabriel, son visage passant par toute une gamme d'émotions. Incrédulité, choc, colère, confusion. Gabriel, lui, était figé, son cerveau peinant à intégrer cette information qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir de sa vie. « Mon père ?» répéta Émilie d'une voix blanche. « Mais papa, Michel, il était mon père, il m'a élevé, il m'aimait, il... » Elle se tourna vers sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que tu plaisantes. » Isabelle tendit la main vers sa fille, mais Émilie se déroba. « Ma chérie, écoute-moi, Michel t'aimait comme sa propre fille, c'est vrai. Il était ton père en tout, sauf par le sang, mais biologiquement... » Elle jeta un regard douloureux vers Gabriel. « Biologiquement, tu es la fille de Gabriel. » Gabriel sentait le monde tourner autour de lui. Une fille. Il avait une fille. Cette jeune femme brillante, cette diplômée de la Sorbonne qui lui ressemblait tant, était sa chair et son sang. « Pourquoi ?» parvint-il à articuler. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que tu étais mariée !» explosa Isabelle, sa douleur contenue depuis des années explosant enfin. « Tu venais de te fiancer avec Céline Dubois. Tu te souviens ? Cette soirée où tu m'as annoncé tes fiançailles, où tu rayonnais de bonheur en parlant de votre futur mariage, de la dynastie que vous alliez fonder ensemble ?» Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Comment pouvais-je te dire que j'attendais ton enfant ? Comment pouvais-je détruire ton bonheur, tes projets d'avenir ?» Gabriel se souvenait maintenant. Cette soirée de mars 2002, où il avait effectivement annoncé ses fiançailles avec Céline, la fille d'un ami de la famille. Un mariage arrangé, basé sur des intérêts communs plutôt que sur l'amour, mais qui lui semblait alors la chose logique à faire. Il se souvenait du sourire figé d'Isabelle quand il lui avait appris la nouvelle, de la façon dont elle s'était excusée et avait disparu dans sa chambre pour le reste de la soirée. « Mais Isabelle, dit-il, sa voix chargée d'émotion, si j'avais su, si tu m'avais dit... » Il s'interrompit, réalisant l'énormité de ce qu'il découvrait. « Tu as préféré élever notre fille seule plutôt que de me le dire ?»« Je ne l'ai pas élevée seule, » protesta Isabelle. « J'ai rencontré Michel quelques mois après la naissance d'Émilie. Il était veuf, il cherchait une nounou pour ses propres enfants. Quand il a su que j'avais un bébé, cela ne l'a pas dérangé. Au contraire. Il disait qu'Émilie lui rappelait sa défunte épouse. » Elle sourit tristement. Il l'a adoptée légalement. Pour lui, elle était vraiment sa fille. Émilie, qui avait écouté cet échange avec une attention douloureuse, prit soudain la parole. « Papa, Michel, il savait que je n'étais pas biologiquement sa fille ?» Isabelle hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Il le savait, ma chérie, et il s'en fichait. Il disait que l'amour ne se transmettait pas par les gènes, mais par le cœur. » Elle regarda sa fille avec une tendresse infinie. « Il t'a aimé dès le premier instant où il t'a vue. Tu étais son rayon de soleil, sa petite princesse. Sa mort a été... » Elle ne put finir sa phrase, submergée par l'émotion. Gabriel observait cette scène avec un mélange de douleur et de jalousie. Un autre homme avait eu le privilège d'élever sa fille, de la voir grandir, de la consoler quand elle pleurait, de l'encourager dans ses études. Un autre homme avait été son héros, son modèle. Et lui, Gabriel, n'était qu'un étranger qui ressemblait à peine à quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. « Émilie, dit-il doucement, je comprends que ce soit un choc pour vous. Pour moi aussi, c'est... » Il chercha ses mots. « Je ne m'attendais pas à découvrir que j'avais une fille. Mais si vous me le permettez, j'aimerais apprendre à vous connaître. » Émilie le regarda longuement, ses yeux verts, ses yeux à lui, étudiant chaque trait de son visage. « Elle se corrigea, réalisant que le vouvoiement était absurde dans les circonstances. « Tu ressembles vraiment à moi. Enfin, je te ressemble. » Elle esquissa un sourire tremblant. « Maintenant, je comprends pourquoi les gens me disaient parfois que j'avais un air aristocratique, » continua Émilie avec une ironie amère. Je pensais qu'il plaisantait. Elle regarda ses mains, puis celles de Gabriel, notant les similitudes troublantes. « Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose, une pièce du puzzle. Papa Michel était merveilleux, mais parfois je me demandais d'où venaient certains de mes traits, certaines de mes manies. » Gabriel sentit son cœur se serrer.
Sa fille avait grandi avec cette sensation de vide, cette question sans réponse qui devait la hanter sans qu'elle puisse même la formuler clairement. « Quelle manie ?» demanda-t-il, curieux malgré la gravité de la situation. Émilie eut un petit rire sans joie. « Ma façon de tenir mon stylo, par exemple. Papa Michel était gaucher, maman aussi, mais moi je suis droitière et j'ai cette façon particulière de tenir mes stylos que personne ne m'a jamais enseignée. Ou ma manie de me frotter le menton quand je réfléchis. » Gabrielle porta instinctivement la main à son menton, reproduisant exactement le geste qu'elle décrivait. Émilie le vit et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Isabelle regardait cet échange avec un mélange de tristesse et de soulagement. Après 22 ans de secret, la vérité éclatait enfin au grand jour. « Il y a tant de choses que vous partagez, » dit-elle doucement. « Émilie, tu te souviens quand tu étais petite et que tu organisais tes livres par couleur plutôt que par ordre alphabétique? Michel et moi, on trouvait ça adorable mais bizarre. Et puis un jour, j'ai vu un reportage sur Gabrielle à la télévision, dans son bureau. Ses dossiers étaient classés exactement de la même façon. » Gabrielle hocha la tête, amusée malgré lui. « Mon assistante dit toujours que c'est ma manie la plus excentrique. Je classe tout par couleur. Mes équipes trouvent ça déroutant, mais c'est plus fort que moi. » Il regarda Émilie avec émerveillement. « Nous avons la même façon de voir le monde, apparemment. »« Ce n'est pas tout, » continua Isabelle, semblant soulagée de pouvoir enfin partager ces détails qu'elle avait gardés pour elle si longtemps. « Émilie, tu te souviens de tes cauchemars quand tu étais enfant? Ces rêves récurrents où tu étais dans un grand manoir et que tu cherchais quelqu'un sans jamais le trouver ?» Émilie acquiesça, intriguée. « Je n'ai jamais compris d'où venaient ces rêves. Nous n'habitions qu'en appartement. Et tu n'avais jamais mis les pieds dans un château ou un manoir. »« Jusqu'à aujourd'hui, » murmura Gabrielle, comprenant soudain. Elle rêvait de la maison de Neuilly. Elle rêvait de me chercher. Cette révélation le bouleversa. Sa fille avait-elle gardé, quelque part dans son inconscient, la trace de leur lien? Était-ce possible qu'un enfant puisse avoir l'intuition de l'identité de son père biologique, même sans l'avoir jamais rencontré? Émilie était maintenant très pâle. Ses rêves, ils ont cessé quand papa Michel est tombé malade. Comme si, elle s'interrompit, réfléchissant, comme si j'avais enfin trouvé ma place en m'occupant de lui. Elle regarda Gabrielle avec une expression difficile à déchiffrer. « Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'as cherché? Est-ce que tu as jamais eu des doutes sur le départ de maman ?» La question toucha Gabriel en plein cœur. Il baissa les yeux, honteux. « Oui, avoua-t-il. J'ai eu des doutes. Ton départ était si soudain, Isabelle. Un jour tu étais là, le lendemain tu avais disparu. J'ai essayé de te retrouver. J'ai engagé un détective privé. Mais tu avais bien effacé tes traces. Parce que je ne voulais pas que tu me retrouves, dit Isabelle doucement. Gabrielle, tu ne comprends pas. J'étais enceinte de toi, mais tu étais fiancée à une autre. Que pouvais-je faire? Débarquer chez toi avec mon ventre rond et détruire ta vie? Exiger que tu reconnaisses un enfant que tu n'avais jamais voulu? Mais je t'aimais, explosa Gabrielle, la frustration de 22 années d'incompréhension explosant enfin. Je t'aimais, Isabelle. Tu ne t'en es jamais rendu compte. Le restaurant était heureusement peu fréquenté à cette heure, mais quelques têtes se tournèrent vers leur table. Gabrielle baissa la voix, mais son émotion restait palpable. Ses fiançailles avec Céline, c'était une erreur monumentale, une décision prise par devoir, par logique, mais pas par amour. Si j'avais su pour Émilie, j'aurais tout annulé. Isabelle le regarda avec incrédulité. « Tu m'aimais » répéta-t-elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Mais tu ne me l'as jamais dit. Tu étais toujours si correct, si distant. Je pensais que j'étais juste une employée pour toi. Une employée avec qui tu avais eu une aventure sans lendemain. Une aventure sans lendemain. » Gabrielle secoua la tête, des larmes de frustration lui montant aux yeux. « Isabelle, cette nuit que nous avons passée ensemble, c'était la plus belle nuit de ma vie. Je pensais que pour toi aussi, c'était spécial. Et puis le lendemain, tu agissais comme si rien ne s'était passé. Tu évitais mon regard, tu trouvais des excuses pour ne pas rester seule avec moi. J'ai pensé que tu regrettais, que j'avais profité de ma position d'employeur. » Émilie regardait ses parents se révéler mutuellement des sentiments vieux de plus de 20 ans, avec la fascination horrifiée d'un témoin d'un accident de voiture. « Attendez, dit-elle, levant la main pour les interrompre. Vous êtes en train de me dire que vous vous aimiez tous les deux, que vous avez couché ensemble, que j'ai été conçu de cet amour, mais que vous ne vous l'êtes jamais dit. » Le silence qui suivit fut éloquent.
Isabelle et Gabriel se regardèrent, réalisant l'absurdité tragique de la situation. 22 ans perdus à cause d'un malentendu, d'une communication ratée, de deux fiertés qui avaient refusé de se révéler. « Oh mon Dieu !» murmura Isabelle, portant la main à sa bouche. « Gabriel, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Si j'avais su... » Elle éclata en sanglots, libérant des années de culpabilité et de regret. Gabriel se leva instinctivement pour la consoler, mais s'arrêta, incertain de son droit à la toucher après toutes ces années. Émilie prit la décision pour lui. « Va la consoler, dit-elle simplement. C'est ta faute aussi, cette situation. Vous étiez deux adultes incapables de communiquer. » Gabriel contourna la table et s'agenouilla à côté d'Isabelle, lui prenant doucement les mains. « Ne pleure pas, murmura-t-il. S'il te plaît, ne pleure pas. Nous avons tous les deux fait des erreurs. L'important, c'est maintenant. C'est Émilie. » Il regarda sa fille, cette jeune femme remarquable, qui était le fruit de leur amour impossible. « Nous avons une fille magnifique, intelligente, cultivée. Michel l'a élevée avec amour. Tu as été une mère extraordinaire. Je ne peux pas regretter le passé s'il a mené à cela. » Émilie sentit ses propres larmes couler. « Vous réalisez que c'est complètement dingue, cette histoire, » dit-elle avec un rire tremblant. « Je viens d'apprendre que mon père biologique est un milliardaire parisien, que ma mère était amoureuse de lui en secret et que j'ai passé 22 ans à les chercher inconsciemment dans mes rêves. On dirait un mauvais roman à l'eau de rose. » Gabriel rit malgré lui. « Un très mauvais roman, » acquiesça-t-il, mais avec une héroïne exceptionnelle. Il regarda Émilie avec une fierté paternelle toute neuve. « Parle-moi de toi, de tes études, de tes projets. Je veux tout savoir. » Et Émilie parla. Elle leur raconta ses années de lycée, ses hésitations pour choisir ses études, sa passion pour la littérature française du XIXe siècle. Elle leur décrivit Michel, ce père adoptif qui l'avait emmené voir tous les spectacles de Paris, qui lui avait transmis l'amour du théâtre et de l'opéra. Elle évoqua ses chagrins d'adolescente, ses premières amours, ses déceptions. Gabriel buvait ses paroles, essayant de combler 22 années d'absence en quelques heures. Il découvrait que sa fille était brillante mais sensible, cultivée mais terre à terre, ambitieuse mais généreuse. Elle ressemblait à Isabelle par la gentillesse et la profondeur, à lui par la détermination et l'intelligence analytique. « Et maintenant ?» demanda finalement Émilie. « Que fait-on de cette révélation ?» Elle regarda alternativement ses deux parents biologiques. « Je ne vais pas vous appeler papa et maman du jour au lendemain. Papa Michel était mon père et il le restera toujours dans mon cœur. Mais vous, elle chercha ses mots, vous êtes mes géniteurs et j'aimerais apprendre à vous connaître si vous le voulez bien. Bien sûr que nous le voulons, dit Gabriel avec empressement. Émilie, je sais que je ne peux pas rattraper 22 ans d'absence. Je ne prétends pas prendre la place de Michel dans ton cœur. Mais si tu me laisses une chance, j'aimerais être un ami, une figure paternelle différente, quelqu'un sur qui tu peux compter. Isabelle avait retrouvé son calme. « Ma chérie, dit-elle à sa fille, je sais que c'est beaucoup à digérer. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, pour assimiler tout cela, nous comprendrons. Cette révélation change beaucoup de choses. Notamment mon héritage, dit soudain Émilie avec un sourire ironique. Gabriel tressaillit. Il n'avait même pas pensé aux implications financières de cette découverte. Émilie était son héritière légale. Elle avait droit à une part de la fortune des Montclair. « Je n'ai pas pensé à l'argent, avoua-t-il. Mais tu as raison, cela change effectivement les choses. Émilie, tu es ma fille, tu as droit à... » Il s'interrompit, voyant l'expression de la jeune femme. « Stop, dit-elle fermement. Je vais t'arrêter tout de suite. Je ne veux pas de ton argent, Gabriel. Je ne t'ai pas cherché pendant 22 ans pour hériter de ta fortune. J'ai grandi dans la classe moyenne, j'ai appris la valeur du travail et de l'effort. Si je veux construire quelque chose dans la vie, ce sera par mes propres moyens. » Gabriel fut impressionné par sa détermination. « Tu es comme moi à ton âge, » dit-il avec admiration, fière et indépendante. « Mais Émilie, que tu le veuilles ou non, tu es mon héritière. Un jour quand je ne serai plus là, une partie de l'Empire Montclair te reviendra, c'est la loi. » « Alors changeons la loi, » répliqua Émilie. « Fais une donation à des œuvres caritatives. Crée une fondation. Je ne veux pas devenir riche du jour au lendemain, simplement parce que nous partageons le même ADN. » Isabelle regardait sa fille avec fierté. « Michel t'a bien élevé, » murmura-t-elle. « Il serait fier de toi. » Elle se tourna vers Gabriel. Émilie a toujours été comme ça. Même enfant, elle refusait qu'on lui achète des jouets trop chers. Elle disait que ce n'était pas juste pour les autres enfants. Gabriel sourit, ému par cette générosité naturelle. « Dans ce cas,
dit-il. Que dirais-tu de commencer par quelque chose de plus simple? Un dîner la semaine prochaine. Nous pourrions apprendre à nous connaître sans parler d'héritage ou d'argent, juste comme une famille qui se découvre. Émilie réfléchit un moment. D'accord, dit-elle finalement, mais à une condition. Je veux connaître toute l'histoire, la vraie histoire de votre relation, de cette nuit où j'ai été conçu, des raisons exactes du départ de maman. Je veux comprendre mes origines, même si c'est douloureux. Gabriel et Isabelle échangèrent un regard. Cette conversation serait difficile, mais leur fille avait le droit de savoir. Très bien, accepta Gabriel, mais pas ici, chez moi, à Neuilly, dans la maison où tout a commencé. Il se tourna vers Isabelle. Si tu es d'accord pour y retourner. Isabelle frissonna. Retourner dans cette maison. Elle n'y avait pas remis les pieds depuis sa fuite précipitée en 2002. J'ai peur, avoua-t-elle. Peur des souvenirs, peur de ce que je vais ressentir. Nous serons ensemble, dit Gabriel doucement. Toi, moi et Émilie, nous affronterons ces souvenirs ensemble. Il marqua une pause. Isabelle, j'ai une question. Que s'est-il passé avec Céline? Vous vous êtes mariés finalement? Isabelle secoua la tête. J'ai appris par les journaux que vous aviez rompu vos fiançailles 2 mois après mon départ. Les ragots prétendaient que tu avais eu une aventure avec une autre femme. Elle eut un sourire triste. Je me suis demandé si c'était moi, cette autre femme. Mais j'étais déjà parti, j'étais enceinte, il était trop tard. J'ai rompu parce que je ne pouvais pas épouser Céline en aimant une autre, expliqua Gabriel. Même si cette autre avait disparu de ma vie, ce n'était pas juste pour elle. Il soupira. J'ai essayé d'autres relations au fil des années, mais aucune n'a marché. Je comparais toutes les femmes à toi, Isabelle. Aucune n'arrivait à ta cheville. Tu ne t'es jamais mariée? Demanda Émilie, surprise. Gabriel secoua la tête. Non. Et toi, Isabelle? Après Michel? Non plus, répondit-elle doucement. Michel était l'amour de ma maturité, l'homme qui m'a sauvé quand j'étais perdu. Après sa mort, je n'ai pas eu le courage de chercher quelqu'un d'autre. Et puis il y avait Émilie. Elle était ma priorité. Un nouveau silence s'installa, moins tendu cette fois. Ils digéraient tous les trois l'énormité de ces révélations, les années perdues, les malentendus qui avaient brisé 3 vies. « Il faut que je te dise quelque chose d'autre », dit soudain Isabelle à Gabriel. « Quelque chose que tu as le droit de savoir. » Elle prit une profonde inspiration. « Cette nuit où Émilie a été conçue, ce n'était pas un accident pour moi. Je veux dire, je ne l'avais pas planifié, mais j'étais amoureuse de toi depuis des mois. Quand tu m'as embrassé dans la bibliothèque, quand tu m'as dit que tu ne pouvais plus te retenir, j'ai su que c'était le moment, ou jamais. Je savais que tu allais te fiancer avec Céline. Je savais que nous n'avions aucun avenir ensemble. Mais j'ai voulu avoir au moins une nuit avec toi. » Gabriel la regarda avec émotion. « Tu m'aimais déjà à ce moment-là ?»« Depuis des mois, » confirma Isabelle. « Peut-être même depuis cette nuit à l'hôpital, quand Antoine était malade. Tu étais si vulnérable, si humain. Loin de l'image du jeune patron arrogant que tu renvoyais habituellement. » Elle sourit avec tendresse. « J'aimais tes colères quand tu ne comprenais pas tes cours de droit. J'aimais ta façon de froncer les sourcils quand tu réfléchissais. J'aimais même tes mauvaises humeurs le lundi matin. » Émilie écoutait cette confession avec fascination. Voir ses parents se révéler leurs sentiments, après plus de 20 ans, avec quelque chose de surréaliste et de profondément émouvant. « Et cette nuit-là » demanda-t-elle avec curiosité. « Comment c'est arrivé ?» Isabelle rougit légèrement. « Émilie, il y a des détails que... » « Je ne veux pas de détails intimes, » la rassura sa fille. « Mais j'aimerais comprendre le contexte. Comment vous êtes passé de la relation employeur-employé à... ça ?» Gabriel prit le relais. C'était un soir de février 2002. Il neigeait dehors. Antoine était parti. Passer le week-end chez des amis. Nous nous sommes retrouvés seuls dans la maison pour la première fois depuis longtemps. Il regarda Isabelle avec tendresse. Tu avais préparé un feu dans la cheminée de la bibliothèque et nous discutions d'un livre que tu étais en train de lire. Anna Karénine, je crois. Tu avais une opinion très tranchée sur le personnage de Lévin, dit Isabelle avec un sourire. Tu disais qu'il était trop idéaliste, trop naïf. Et toi, tu défendais son romantisme, sa quête de sens, continua Gabriel. Nous avons débattu pendant des heures, assis côte à côte sur le canapé. À un moment, tu as dit quelque chose de très beau sur l'amour impossible, sur la façon dont les sentiments les plus forts naissent parfois dans les circonstances les plus inappropriées. Il marqua une pause. J'ai compris que tu ne parlais plus du livre, tu parlais de nous. Et c'est là que tu m'as embrassé, murmura Isabelle, ses yeux brillants au souvenir de cet instant.
Et tu m'as embrassé en retour, dit Gabriel. Pour la première fois, j'ai su que tu ressentais la même chose que moi. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, sur le tapis devant la cheminée, et c'était... Il chercha ses mots. C'était parfait, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous vous aimiez vraiment, dit-elle doucement. Et moi, je suis née de cet amour. Pas d'un accident, pas d'une aventure sans lendemain, mais d'un véritable amour. Cette révélation la touchait plus qu'elle ne l'aurait cru. Savoir qu'elle était le fruit d'une passion sincère, même impossible, lui donnait une sensation de légitimité qu'elle n'avait jamais ressentie. « Tu es né de l'amour le plus pur que j'ai jamais connu », confirma Isabelle. « Et même si les circonstances ont fait que nous ne pouvions pas t'élever ensemble, Gabriel et moi, tu as toujours été désiré, aimé, chéri. » Gabriel tendit la main vers sa fille par-dessus la table. Après une hésitation, Émilie la prit. « Émilie, » dit-il, sa voix chargée d'émotion, « je regrette de ne pas avoir été là pour te voir grandir. Je regrette d'avoir raté tes premiers pas, tes premiers mots, ta première dent qui tombe. Mais si tu me laisses une chance, j'aimerais être présent pour tout le reste. Tes futurs succès, tes joies, tes peines. Je voudrais être le père que je n'ai pas pu être pendant 22 ans. Et moi, ajouta Isabelle, je regrette de vous avoir privés l'un de l'autre. J'ai cru bien faire à l'époque, mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait une erreur qui nous a coûté 22 années de bonheur. » Émilie regarda ses deux parents biologiques, ces deux êtres qui l'avaient créée dans l'amour, et s'étaient perdus dans les malentendus. « Il n'est jamais trop tard pour bien faire, » dit-elle avec sagesse. « Nous ne pouvons pas rattraper le passé, mais nous pouvons construire l'avenir, ensemble. Que pensez-vous de cette révélation bouleversante? L'histoire vous touche-t-elle? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez face à ces retrouvailles chargées d'émotions. » Ils restèrent ainsi, quelques minutes, main dans la main savourant cette première communion familiale. Puis Émilie se racla la gorge. « Bon, » dit-elle avec un sourire malicieux qui rappelait irrésistiblement celui de Gabriel, « maintenant que nous avons réglé le passé, parlons de l'avenir. Gabriel, papa. » Elle testa le mot, le trouvant étrange sur sa langue. « J'aimerais te connaître mieux. Parle-moi de ton entreprise, de ta vie, de tes passions. » Gabriel sourit, heureux de pouvoir partager enfin sa vie avec sa fille. « L'Empire Montclair, c'est 4 générations de travail acharné, » commença-t-il. « Mon arrière-grand-père était un simple comptable qui a fondé un petit cabinet d'expertise comptable à la fin du 19e siècle. Mon grand-père a développé l'affaire, mon père l'a internationalisé, moi j'ai diversifié. Nous sommes maintenant présents dans la finance, l'immobilier, les nouvelles technologies. Et tu aimes ce que tu fais ?» demanda Émilie avec curiosité. Gabriel réfléchit un moment. « Honnêtement, pas toujours. Il y a des aspects fascinants, bien sûr. J'aime la stratégie, les négociations complexes, la sensation de construire quelque chose de durable. Mais parfois, c'est très solitaire, très prenant aussi. Je travaille 70 heures par semaine, je voyage constamment. Ce n'est pas une vie très équilibrée. Pourquoi tu ne délègues pas plus ?» suggéra Émilie. « Tu pourrais avoir plus de temps libre, profiter de la vie. » Gabriel rit. « Tu as 22 ans et tu me donnes des conseils de management? Tu me rappelles ton oncle Antoine. Il me dit la même chose depuis des années. » Son expression s'assombrit légèrement. « D'ailleurs, il faudra que je lui parle de toi, de nous. Il va avoir un choc. »« Il vit toujours ?» demanda Isabelle. « Comment va-t-il » Il était évident qu'elle avait gardé de l'affection pour ce jeune homme qu'elle avait vu grandir. « Il va bien » répondit Gabriel. « Il est marié, il a 3 enfants. Il dirige la branche européenne de l'entreprise depuis Londres. Il vient à Paris 1 fois par mois environ. » Il regarda Émilie avec fierté. « Il va adorer te rencontrer. Tu as des cousins, tu sais. Julien a 18 ans, Sophie 15, et petit Marc n'en a que 8. » Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. « Des cousins, j'ai une famille. » Elle qui avait grandi fille unique, avec pour seule famille proche sa mère, découvrait soudain qu'elle appartenait à un clan, à une lignée. « Il me ressemble ? Julien pourrait être ton frère, » dit Gabriel. « Même couleur d'yeux, même expression. Sophie tient plus de sa mère, mais elle a le caractère des Montclair. Quant à Marc, il sourit avec tendresse. C'est un petit diable. Très intelligent, très curieux, mais impossible à tenir en place. J'aimerais les rencontrer, » dit Émilie avec enthousiasme. Puis elle redevint plus sérieuse. « Mais comment vas-tu leur expliquer? Comment vas-tu expliquer à tout le monde que tu as soudain une fille de 22 ans ?» Gabriel avait déjà réfléchi à cette question. « Je dirai la vérité, » dit-il simplement, « que j'ai retrouvé une ancienne amie.
et que j'ai découvert qu'elle avait eu une fille de moi il y a longtemps. Les gens jasseront un moment, puis ils passeront à autre chose. Dans notre milieu, les scandales ne durent jamais très longtemps. Et professionnellement, insista Émilie, cela ne va pas nuire à tes affaires? Au contraire, dit Gabriel avec un sourire ironique. Les hommes d'affaires qui découvrent qu'ils ont des enfants cachés, c'est presque un classique. Cela me donnera une image plus humaine. Mes actionnaires vont adorer l'histoire du milliardaire qui retrouve sa fille perdue. Isabelle fronça les sourcils. Gabriel, j'espère que tu ne vas pas faire d'Émilie un instrument de communication. Elle n'est pas un accessoire pour redorer ton image. Bien sûr que non, protesta Gabriel. Je disais juste que professionnellement, cela ne me nuira pas. Émilie restera en dehors de tout ça si elle le souhaite. Sa vie privée lui appartient. Merci, dit Émilie avec soulagement. Je n'ai pas envie de me retrouver dans les magazines People comme la fille cachée du milliardaire. J'ai une vie simple, des projets modestes. Je veux continuer mes études, peut-être faire un master en littérature comparée et puis enseigner comme maman. Gabriel hocha la tête, respectant ce choix. « Et tes projets amoureux ?» demanda-t-il avec la curiosité légitime d'un père. « Tu as quelqu'un dans ta vie ?» Émilie rougit légèrement. « Il y a bien Thomas, avoua-t-elle. On se fréquente depuis 6 mois. Il finit sa thèse en histoire médiévale. C'est un passionné de châteaux forts et de chevalerie, un peu geek sur les bords, mais adorable. » Gabriel ressentit une pointe de jalousie paternelle. « Un autre homme dans la vie de sa fille. Il est sérieux ?» demanda-t-il, essayant de paraître détaché. « Papa ?» dit Émilie avec amusement, c'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi naturellement. « Tu ne vas pas commencer à jouer les pères protecteurs quand même. Tu me connais depuis 3 heures. » Gabriel rit, pris en flagrant délit. « Désolé, c'est plus fort que moi apparemment. L'instinct paternel sans doute. » Il regarda sa montre et réalisa qu'ils étaient au Procope depuis plus de 3 heures. « Nous devrions peut-être y aller. Cette conversation est loin d'être terminée, mais nous avons fait beaucoup de progrès pour une première fois. » Ils se levèrent. Gabriel régla l'addition malgré les protestations d'Émilie. Sur le trottoir du boulevard Saint-Michel, ils se retrouvèrent face à un moment délicat. Comment se quitter après une telle révélation? « Alors ?» dit Émilie. « Ce dîner à Neuilly? Quand? Quand tu veux, répondit Gabriel avec empressement. « Demain? Ce week-end? Samedi, proposa Isabelle. Cela nous laissera le temps de digérer tout ça, et à moi de me préparer psychologiquement à retourner dans cette maison. Parfait, acquiesça Gabriel. Il sortit une carte de visite de sa poche et y griffonna quelque chose. Voici mon numéro personnel, dit-il à Émilie. N'hésite pas à m'appeler si tu as des questions, ou même juste pour parler, à n'importe quelle heure. Émilie prit la carte avec émotion. Merci, dit-elle simplement. Puis, dans un élan spontané, elle se dressa sur la pointe des pieds et embrassa Gabriel sur la joue. À samedi, papa. Gabriel sentit son cœur exploser de bonheur. Sa fille l'avait appelé papa et l'avait embrassé. Il regarda Isabelle qui souriait à travers ses larmes. Isabelle, dit-il doucement, merci. Merci de m'avoir donné la plus belle fille du monde. Merci de l'avoir si bien élevée. Il hésita un moment, puis l'embrassa délicatement sur la joue également. À samedi, murmura-t-il. Isabelle et Émilie s'éloignèrent bras dessus, bras dessous vers la station de métro, laissant Gabriel seul sur le trottoir. Il les regarda disparaître dans la foule des passants, encore incrédule devant ce qui venait de se passer. En l'espace de quelques heures, sa vie avait basculé. Il avait une fille magnifique, intelligente, qui lui ressemblait et qui venait d'accepter de l'appeler papa. Il remonta dans sa Bentley et donna l'adresse de son bureau à son chauffeur, mais durant tout le trajet, il ne put s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis des années, Gabriel Moncler se sentait véritablement heureux. Le samedi suivant arriva plus vite qu'Isabelle ne l'aurait souhaité. Elle se tenait devant le portail de la propriété de Neuilly-sur-Seine, Émilie à ses côtés, le cœur battant la chamade. Rien n'avait changé. Les grilles en fer forgé, l'allée bordée de tilleuls, la façade imposante de la demeure du XVIIIe siècle, tout était exactement comme dans ses souvenirs. « Impressionnant », murmura Émilie en observant la maison familiale des Moncler. « Tu as vécu ici pendant combien de temps ?»« 8 ans, répondit Isabelle, sa voix légèrement tremblante. « De mes 20 ans à mes 28 ans. Les plus belles années de ma vie, et les plus douloureuses aussi. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu es sûr que tu veux entendre toute l'histoire, même les détails les plus intimes ?» Émilie hocha la tête avec détermination. « J'ai besoin de savoir d'où je viens, maman. Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait des pièces du puzzle.
Aujourd'hui, je peux enfin le reconstituer. Le portail s'ouvrit automatiquement. Gabriel avait dû les voir arriver depuis les caméras de surveillance. Elles remontèrent l'allée lentement, Isabelle revivant chaque souvenir à chaque pas. Là, le banc où elle s'asseyait parfois le soir pour lire. Ici, le massif de roses qu'elle entretenait avec amour. Plus loin, la fenêtre de la chambre de Gabriel, d'où il lui arrivait de l'observer travailler dans le jardin. Gabriel les attendait sur le perron, élégant dans un costume décontracté. Il avait visiblement fait un effort pour paraître moins intimidant que dans son environnement professionnel habituel. « Bienvenue », dit-il avec un sourire chaleureux. « Isabelle, Émilie, entrez, je vous prie. » Le hall d'entrée était exactement comme Isabelle s'en souvenait. Sol en marbre noir et blanc, escalier à balustre sculpté, portrait d'ancêtre au mur. Émilie tournait sur elle-même, émerveillée. « C'est exactement comme dans mes rêves », murmura-t-elle. « La même disposition, les mêmes couleurs. Comment est-ce possible ?»« L'hérédité, peut-être, » suggéra Gabriel. « Ou alors ton inconscient a gardé des traces de tes premiers mois de grossesse quand tu étais encore dans le ventre de ta mère ici. » Il regarda Isabelle avec tendresse. « Tu te souviens? Tu étais enceinte de 3 mois quand tu es partie. Tu ne le savais même pas encore. » Isabelle porta instinctivement la main à son ventre. « Si, je m'en doutais, » avoua-t-elle. « J'avais des nausées, j'étais fatiguée, mais je n'osais pas me l'avouer. J'espérais que c'était juste le stress de nous deux. » Gabriel les guida vers la bibliothèque, cette pièce où tout avait commencé. Rien n'avait bougé. Les mêmes rayonnages de bois sombre, les mêmes fauteuils de cuir, la même cheminée imposante. Seul le tapis persan avait été changé. Gabriel n'avait jamais pu supporter de garder celui sur lequel ils avaient fait l'amour. « Asseyez-vous », dit-il en désignant le canapé. « J'ai demandé à Madame Dubois, la gouvernante actuelle, de nous préparer du thé. Elle est très discrète, vous n'aurez pas à la croiser si vous préférez. »« Madame Dubois ?» répéta Isabelle avec un sourire. Elle était déjà là de mon temps. Une femme adorable mais très bavarde. Comment fait-elle pour être discrète maintenant ? Gabriel rit. Elle a 75 ans, elle est devenue sourde comme un pot, mais elle refuse de prendre sa retraite. Elle dit que cette maison est sa vie. Il s'assit en face d'elle, soudain plus sérieux. « Bon, par où commençons-nous ?»« Par le début, » dit Émilie avec détermination. « Comment maman est-elle arrivée ici ? Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Gabriel et Isabelle échangèrent un regard. Ce fut Isabelle qui prit la parole. « C'était en septembre 1994, commença-t-elle. Je venais de perdre mon emploi chez les Moreau. Oui, j'ai gardé leur nom, c'est plus simple. Une famille de Lyon où je m'occupais de 3 enfants. Les parents avaient divorcé, la mère était partie vivre en Australie avec les petits. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans travail et sans référence récente. Moi, j'étais désespéré, continua Gabriel. Nos parents étaient morts dans un accident d'avion 6 mois plus tôt. Antoine était en pleine crise d'adolescence. Il avait renvoyé 3 gouvernantes en 4 mois. Il refusait catégoriquement qu'une femme s'occupe de lui. Il disait qu'aucune ne remplacerait jamais notre mère. Et puis, encouragea Émilie, captivée par ce récit. Et puis l'agence de placement m'a appelé, reprit Isabelle. Elle me proposait un poste chez de jeunes gens, des orphelins comme moi. J'avais perdu mes parents très jeunes aussi. Gabriel avait 25 ans, Antoine 15. L'âge, parfait pour avoir besoin d'une présence féminine sans que ce soit maternel. J'étais intrigué. Gabriel sourit au souvenir. Quand elle est arrivée pour l'entretien, j'ai tout de suite su qu'elle était différente. Elle ne ressemblait pas aux autres candidates. Des femmes d'âge mûr, sévères, qui parlaient de discipline et de règles. Isabelle était jeune, souriante. Elle dégageait une douceur naturelle. « Et Antoine ?» demanda Émilie. « Antoine a été conquis en 5 minutes, » dit Isabelle en riant. Il faisait son intéressant. Il boudait dans son coin. Moi, je me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à feuilleter un de ses livres de cours, de l'histoire, je crois. Il parlait de la guerre de 100 ans. J'ai fait une petite remarque sur Jeanne d'Arc et c'est parti. Nous avons discuté pendant 1 heure. Maman a toujours eu le don de passionner les gens pour l'histoire, confirma Émilie. Même moi qui n'aimais que la littérature, elle arrivait à me captiver avec ses récits du passé. Alors j'ai été engagée, continua Isabelle, officiellement comme gouvernante et préceptrice, officieusement, comme une grande sœur, une confidente, parfois une mère de substitution quand les garçons en avaient besoin. Gabriel la regardait avec nostalgie. Tu étais bien plus que ça, Isabelle. Tu étais l'âme de cette maison. Avant ton arrivée, nous survivions. Avec toi, nous avons recommencé à vivre. Comment ça ? Voulut savoir Émilie.
Cette maison était devenue un mausolée, expliqua Gabriel. Nous évitions le salon où nos parents recevaient, la salle à manger où nous prenions nos repas de famille. Nous vivions chacun dans notre coin, nous croisant à peine. Isabelle a tout changé. Elle a remis des fleurs dans les vases, elle a ouvert les rideaux, elle a recommencé à organiser des dîners. Pas tout de suite, protesta Isabelle. Au début, vous étiez très méfiants tous les deux. Surtout toi, Gabriel. Tu me surveillais constamment, tu vérifias que je ne touchais pas aux affaires de tes parents, tu contrôlais tout ce que je faisais. J'étais terrifié, avoua Gabriel, terrorisé que tu partes comme les autres. Antoine commençait enfin à aller mieux, il souriait à nouveau. Si tu étais parti, il secoua la tête. Je crois que ça l'aurait achevé. Et toi? Demanda Émilie à sa mère. Comment tu vivais cette situation? Isabelle réfléchit un moment. C'était difficile au début. Gabriel était très autoritaire. Il avait dû grandir trop vite, prendre des responsabilités d'adulte à 25 ans. Il dirigeait déjà une partie de l'entreprise familiale, il gérait les avocats pour la succession, et en plus, il fallait qu'il s'occupe de son frère. Il était constamment tendu. Je me souviens de cette époque, dit Gabriel avec amertume. J'étais insupportable. Je travaillais 16 heures par jour, je rentrais épuisé et frustré. Et toi, Isabelle, tu étais toujours là, paisible, souriante, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Oh, beaucoup de choses m'atteignaient, corrigea Isabelle. Tes colères, par exemple. Quand tu rentrais de mauvaise humeur et que tu t'en prenais à Antoine pour un rien. J'avais envie de te secouer, de te dire que ce n'était qu'un enfant. Pourquoi tu ne l'as jamais fait? Demanda Gabriel, curieux. Parce que je comprenais, répondit Isabelle simplement. Je voyais bien que tu souffrais autant que ton frère, mais que tu n'avais pas le droit de le montrer. Tu étais l'aîné, le chef de famille, tu devais être fort. Mais moi, je voyais tes épaules s'affaisser quand tu pensais que personne ne regardait. Je voyais tes mains trembler quand tu signais des papiers importants. Tu n'étais qu'un enfant, toi aussi, Gabriel. Un enfant déguisé en adulte. Émilie observait ses parents avec fascination. Et c'est là que vous êtes tombés amoureux? Pas tout de suite, dirent-ils en chœur, ce qui les fit rire. Au début, c'était purement professionnel, continua Gabriel. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des détails. La façon dont tu fredonnais en préparant le petit déjeuner. Ton sourire quand Antoine réussissait un devoir difficile. Ta patience infinie quand il faisait des caprices. Et moi, j'ai commencé à voir l'homme derrière le patron, ajouta Isabelle. Tes moments de vulnérabilité, ta tendresse cachée avec Antoine, ton intelligence brillante quand tu parlais de littérature ou d'art. Tu n'étais pas seulement un héritier arrogant, tu étais quelqu'un de profond, de sensible. Le tournant, ça a été quand? Demanda Émilie. Gabriel et Isabelle se regardèrent, partageant le même souvenir. L'anniversaire de la mort de nos parents, dit Gabriel doucement. Mars 1998. Cela faisait 4 ans qu'ils étaient morts, et cette date me rendait toujours malade. Cette année-là, j'avais complètement oublié. J'étais absorbé par une négociation difficile au bureau. Moi, je m'en souvenais, continua Isabelle. Le matin, j'ai vu que Gabriel était parti au bureau sans rien dire, comme d'habitude. Antoine était au lycée. Dans l'après-midi, il m'a appelé en pleurant. Il était devant le cimetière du Père-Lachaise, mais il n'arrivait pas à entrer. J'avais complètement oublié que c'était l'anniversaire, avoua Gabriel, honteux. Mon petit frère était là, tout seul, et moi j'étais en réunion. Alors j'y suis allé, dit Isabelle. J'ai pris Antoine dans mes bras, et nous sommes allés ensemble sur la tombe de vos parents. Il m'a parlé d'eux pendant des heures. De votre mère qui lui lisait des histoires, de votre père qui l'emmenait voir des matchs de football. C'était la première fois qu'il me parlait vraiment d'eux. Et quand je suis rentré le soir, continua Gabriel, ému par ce souvenir, tu as trouvé Antoine et moi dans la cuisine, en train de regarder des albums photos, termina Isabelle. Antoine me racontait vos vacances en famille, vos Noëls, vos anniversaires. Il riait en évoquant vos bêtises d'enfant. Gabriel hocha la tête. C'est ce soir-là que j'ai compris que tu n'étais pas juste une employée. Tu étais devenue une partie de notre famille. Et moi, il marqua une pause. Moi, j'ai réalisé que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans toi. Et moi, j'ai vu dans tes yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant, ajouta Isabelle. De la reconnaissance, bien sûr, mais aussi autre chose. Quelque chose qui m'a fait peur et m'a ému à la fois. Émilie était suspendue à leurs lèvres. Et après, tout a changé subtilement, expliqua Gabriel. Nos conversations sont devenues plus longues, plus intimes. Nous nous retrouvions souvent seuls le soir quand Antoine était couché. Nous parlions de tout et de rien, de livres, de musique, de voyages, de rêves.
Je me souviens de nos discussions sur Proust, dit Isabelle avec un sourire nostalgique. Tu prétendais que, du côté de chez Swann, était ennuyeux, et moi je passais des heures à essayer de te faire comprendre la beauté de cette écriture. Tu as réussi d'ailleurs, admit Gabriel. J'ai relu tout Proust à cause de toi, et maintenant, c'est un de mes auteurs préférés. Mais vous n'aviez jamais rien fait demanda Émilie, curieuse. Jamais, confirmèrent-ils. Il y avait une tension palpable entre nous, mais nous restions dans les limites du convenable, expliqua Isabelle. J'étais employé, Gabriel était mon patron, et puis, il y avait l'âge. Je n'avais que 3 ans de plus que lui, mais à l'époque, cela me paraissait énorme. Et moi, j'avais peur de te faire fuir, ajouta Gabriel. Tu étais si précieuse pour Antoine et moi, je préférais garder mes sentiments pour moi plutôt que de risquer de te perdre. Alors comment vous êtes passé de cette tension à cette nuit, insista Émilie. Gabriel et Isabelle échangèrent un regard chargé d'émotion. C'était 4 ans plus tard, dit Gabriel doucement. Février 2002. Antoine avait 19 ans. Il était en première année de droit. Il était devenu un jeune homme équilibré, heureux. Notre mission était accomplie, en quelque sorte. Et moi, j'avais reçu une proposition d'emploi, continua Isabelle. Une famille de diplomates cherchait une gouvernante pour les accompagner à l'étranger. C'était une opportunité formidable, mais tu hésitais à partir, termina Gabriel. Je l'ai senti, et cette idée de te perdre me rendait fou. Ce soir-là, nous étions seuls dans la bibliothèque, reprit Isabelle. Il neigeait dehors, tu avais fait du feu dans la cheminée. Nous parlions de Tolstoï, de l'amour impossible entre Anna et Vronsky. Et soudain, tu as dit quelque chose comme « Parfois, je me demande si les sentiments les plus forts ne naissent pas justement dans l'impossibilité. » Se souvenir Gabriel. Et toi, tu m'as regardé d'une façon différente, continua Isabelle, ses joues se colorant légèrement. Tu m'as dit « Isabelle, est-ce que tu parles encore du livre ?» Je ne pouvais plus prétendre. J'ai secoué la tête et j'ai avoué « Non, Gabriel, je ne parle plus du livre. » Et c'est là que je t'ai embrassé, murmura Gabriel. Enfin, après 4 ans d'attente, de frustration, de désir contenu, Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Et ça a été magique, dirent-ils en même temps, puis ils rirent de leur synchronisme. Nous avons fait l'amour sur le tapis devant la cheminée, continua Isabelle, sans entrer dans les détails intimes. C'était parfait, comme si nous nous étions cherchés toute notre vie et que nous nous trouvions enfin. Et le lendemain, demanda Émilie. Le sourire de ses parents s'évanouit. Le lendemain, tout s'est compliqué, soupira Gabriel. J'ai paniqué. Je me suis dit que j'avais profité de ma position, que j'avais mis Isabelle dans une situation impossible. Et moi, j'ai eu peur de ce que cela signifiait, ajouta Isabelle. Une nuit d'amour, c'était une chose. Mais après, qu'est-ce que nous étions l'un pour l'autre? Un patron et son employé qui avaient couché ensemble, 2 adultes qui s'aimaient mais ne pouvaient pas se l'avouer? Alors nous avons fait comme si rien ne s'était passé, continua Gabriel avec amertume. Nous nous sommes remis à nous vouvoyer, à garder nos distances. C'était pathétique. Et douloureux, ajouta Isabelle. Nous nous efforcions d'être normaux, mais la tension était palpable. Antoine lui-même s'en est rendu compte. Il m'a demandé plusieurs fois si tout allait bien. Et les fiançailles? Demanda Émilie. Gabriel baissa les yeux. 1 mois plus tard, Céline Dubois est revenue de ses études aux États-Unis. Nos familles étaient amies depuis des générations. Tout le monde s'attendait à ce que nous nous marions un jour. Elle était belle, intelligente, issue du même milieu que moi. Et moi, j'étais une domestique, dit Isabelle, avec une pointe d'amertume. Même si tu m'aimais, Gabriel, nous n'appartenions pas au même monde. Tes associés, tes amis, ta famille élargie, ils n'auraient jamais accepté que tu épouses la gouvernante. Tu as tort, protesta Gabriel. Je m'en fichais de leur opinion. Mais toi, tu semblais si distante après notre nuit ensemble. Je pensais que tu regrettais, que tu voulais oublier. Et moi, je pensais que tu regrettais, répliqua Isabelle. Nous étions 2 idiots trop fiers pour nous parler franchement. Alors j'ai annoncé mes fiançailles avec Céline, continua Gabriel. C'était lâche, stupide, mais je pensais que c'était la solution la plus simple pour tout le monde. Et c'est là que tu m'as annoncé la nouvelle, dit Isabelle, ses yeux se voilant de tristesse. Tu rayonnais de bonheur, tu parlais de votre futur mariage, des enfants que vous auriez. Comment pouvais-je te dire que j'étais enceinte de toi? Émilie regardait ses parents avec incrédulité. Vous étiez vraiment incapable de communiquer. Maman, pourquoi tu ne lui as pas dit? Parce que je l'aimais, répondit Isabelle simplement. Je l'aimais assez pour ne pas vouloir détruire son bonheur,
S'il était heureux avec Céline, qui étais-je pour venir tout gâcher avec ma grossesse? Et puis il y avait autre chose, ajouta-t-elle plus doucement. J'avais peur que tu ne me crois pas, ou pire, que tu penses que j'avais fait exprès de tomber enceinte pour te piéger. Gabrielle la regarda avec douleur. Isabelle, comment as-tu pu penser une chose pareille? Je te connaissais, je savais que tu étais incapable de manipulation. Dans ces moments-là, on pense n'importe quoi, défendit Isabelle. J'étais enceinte, terrifiée, seule. Tu allais épouser une autre femme. Ma seule solution était de partir. Alors tu es partie sans rien dire, murmura Gabrielle. Un matin, tu n'étais plus là. J'ai laissé une lettre de démission à Madame Dubois, dit Isabelle. J'ai inventé une histoire de mère malade à Lyon qui avait besoin de moi, et je suis parti, avec juste une valise et les économies que j'avais pu faire en 8 ans. Et moi? Demanda Émilie. Où suis-je née? À Lyon, répondit Isabelle. Je suis retournée dans ma ville natale. J'ai trouvé un petit appartement, un travail de vendeuse dans une librairie. Le propriétaire, M. Moreau, était un veuf avec 2 enfants. Quand tu es née, il m'a proposé de devenir sa gouvernante et sa compagne. Et tu as accepté, dit Émilie. Oui, Michel était un homme bon, patient. Il m'a demandé en mariage quand tu avais 6 mois. Il savait que tu n'étais pas sa fille biologique, mais il s'en fichait. Il disait qu'il nous aimait toutes les deux. Gabrielle écoutait ce récit avec un mélange de jalousie et de reconnaissance. Michel avait été l'homme qu'il n'avait pas su être, celui qui avait assumé la responsabilité, qui avait offert un foyer stable à Isabelle et à sa fille. « Et après » demanda-t-il. « Tu as été heureuse avec lui ?» Isabelle réfléchit un moment. « Heureuse? Oui, d'une certaine façon. Michel était un compagnon merveilleux, un père exemplaire pour Émilie et pour ses propres enfants. Nous avons eu une vie paisible, équilibrée. Mais, insista Gabrielle, sentant qu'il y avait une suite. Mais je ne l'aimais pas comme je t'avais aimé, avoua Isabelle. C'était un amour différent, plus sage, plus raisonnable. Mais jamais je n'ai ressenti avec lui cette passion dévorante que j'éprouvais pour toi. Et les enfants de Michel? Demanda Émilie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Thomas et Marie, dit Isabelle avec tendresse. Ils étaient un peu plus âgés que toi. Thomas est devenu ingénieur, Marie est médecin. Nous sommes restés proches. Ils considèrent toujours comme leur petite sœur, même après la mort de Michel. Gabrielle ressentit une nouvelle pointe de jalousie. Sa fille avait un frère et une sœur adoptifs qu'elle aimait, une famille qu'il ne connaissait pas et dont il ne ferait jamais vraiment partie. « Et toi, Gabrielle » demanda Émilie. « Tu as rompu tes fiançailles avec Céline. Pourquoi » Gabrielle soupira. « 2 mois après le départ de ta mère, je n'en pouvais plus. Je cherchais Isabelle partout. J'étais obsédé par son absence. Céline s'en est rendue compte. Elle m'a dit un jour, « Gabrielle, tu es amoureux d'une autre femme. Épouse-la, ne m'épouse pas moi. » Elle était plus lucide que moi. Alors j'ai rompu, continua-t-il. Mais il était trop tard. Isabelle avait disparu. Mes détectives n'arrivaient pas à la retrouver. Elle avait pris le nom de Michel quand elle s'était mariée. Pendant des années, j'ai cherché Isabelle Moreau sans savoir qu'elle s'appelait désormais Isabelle Dubois. « Dubois » répéta Émilie surprise. « Mais c'est le nom de Céline. C'est une coïncidence ?» Gabrielle et Isabelle éclatèrent de rire. « Pure coïncidence » confirma Gabrielle. « C'est un nom très courant. Mais c'est peut-être pour ça que mes détectives ne l'ont jamais trouvé. Ils cherchaient Moreau, pas Dubois. » Le silence s'installa dans la bibliothèque. Ils venaient de reconstituer ensemble le puzzle de leur histoire, de comprendre les malentendus et les non-dits qui avaient à briser leur amour. Émilie observait ses parents, ces 2 êtres qui s'étaient aimés passionnément et s'étaient perdus par fierté et par peur. Et maintenant, finit-elle par demander, que faisons-nous de tout ça? Gabrielle et Isabelle se regardèrent longuement. 23 ans avaient passé. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'en 2002. Lui était devenu un homme d'affaires accompli, mais solitaire. Elle était devenue une veuve, une mère, une enseignante épanouie. Pouvaient-ils retrouver ce qu'ils avaient perdu? Je ne sais pas, avoua Gabrielle. J'aimerais dire que nous pouvons reprendre là où nous en étions restés, mais... Nous avons tous les 2 changé, termina Isabelle. Et puis il y a Émilie. Nous devons d'abord apprendre à être une famille, avant de savoir si nous pouvons être autre chose. Émilie hocha la tête, approuvant cette sagesse. Vous avez raison. Moi aussi j'ai besoin de temps. Pour m'habituer à l'idée d'avoir un père biologique, pour comprendre ma place dans cette famille, pour savoir qui je suis vraiment maintenant que je connais mes origines. Gabrielle se leva et se dirigea vers une des étagères de la bibliothèque.
Il en sortit un album photo et revint s'asseoir. « J'aimerais te montrer quelque chose, Émilie, » dit-il en ouvrant l'album. « Des photos de notre famille, tes grands-parents, ton oncle Antoine, moi quand j'avais ton âge. » Émilie se pencha sur l'album avec fascination. Pour la première fois de sa vie, elle voyait des visages qui lui ressemblaient, des traits qu'elle avait hérités. Sur une photo, Gabriel à 20 ans avait exactement la même expression qu'elle. Sur une autre, ses grands-parents paternels souriaient avec cette même fossette au menton qu'elle connaissait bien. « Tu ressembles beaucoup à ma mère, » dit Gabriel avec émotion. « Ta grand-mère, elle aurait adoré te connaître. » Il tourna la page et montra une photo de famille prise dans cette même bibliothèque. Ça, c'était le dernier Noël avant l'accident. J'avais 24 ans, Antoine 14. Émilie étudia la photo avec attention. Papa Antoine avait l'air heureux, dit-elle, utilisant naturellement ce surnom affectueux. Il l'était, confirma Gabriel. Nos parents l'avaient beaucoup gâté ce Noël-là. Il avait eu un ordinateur dernier cri. À l'époque, c'était révolutionnaire. J'aimerais le rencontrer, dit Émilie. Et mes cousins aussi. Quand peux-tu les prévenir? Gabriel sourit. Antoine vient à Paris la semaine prochaine. Je peux organiser un dîner si tu veux. Mais es-tu sûre d'être prête? C'est beaucoup d'émotions d'un coup. Je suis prête, affirma Émilie avec détermination. J'ai passé 22 ans à me demander d'où je venais. Maintenant que je le sais, je veux connaître toute ma famille. Isabelle regardait sa fille avec fierté. Tu es courageuse, dit-elle doucement. Plus courageuse que tes parents ne l'ont été à leur époque. Nous avons été stupides, admit Gabriel. Trop fiers, trop heureux. Mais au moins, notre erreur a donné naissance à quelque chose de merveilleux. Il regarda sa fille avec une tendresse infinie. Toi, Émilie, tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait, même si j'ai mis 22 ans à m'en rendre compte. La sonnette d'entrée retentit soudain, interrompant ce moment d'émotion. Gabriel fronça les sourcils. J'ai dit à Madame Dubois de ne laisser entrer personne, marmonna-t-il en se levant. Mais quelques secondes plus tard, ils entendirent des pas dans l'escalier et une voix familière qui criait « Gabriel, tu es là? J'ai une surprise pour toi !» Antoine Moncler fit irruption dans la bibliothèque, un grand sourire aux lèvres, suivi de ses 3 enfants. Il s'arrêta net en voyant Isabelle et Émilie, son expression passant de la joie à la stupéfaction totale. « Isabelle » murmura-t-il incrédule. « Isabelle Moreau ?» Il se tourna vers son frère. « Gabriel, qu'est-ce que… » Puis son regard se posa sur Émilie, et il pâlit visiblement. La ressemblance était si frappante qu'aucune explication n'était nécessaire. « Papa ?» dit Julien, l'aîné des enfants d'Antoine, un jeune homme de 18 ans qui ressemblait effectivement énormément à Émilie. « Qui sont ces dames ?» Antoine s'assit lourdement dans un fauteuil, sous le choc. « Gabriel, » dit-il d'une voix blanche, « dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Gabriel prit une profonde inspiration. « Antoine, je te… présente Émilie, ma fille. Et tu te souviens d'Isabelle, bien sûr. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 3 enfants d'Antoine regardaient alternativement leur père, leur oncle, et cette mystérieuse cousine qui leur ressemblait tant. Sophie, la fille de 15 ans, fut la première à réagir. « Tu as une fille ?» dit-elle à Gabriel, les yeux écarquillés. « Une fille de notre âge? Mais comment? Quand? C'est une longue histoire, » dit Gabriel avec un sourire las. « Une histoire que nous venions justement de nous raconter. » Antoine se leva lentement et s'approcha d'Émilie. Il l'observa attentivement, notant chaque détail de son visage. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « tu es le portrait craché de notre mère au même âge. Et de Gabriel aussi, bien sûr. » Il se tourna vers Isabelle. « Isabelle, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi es-tu partie comme ça ?» Isabelle baissa les yeux, honteuse. « Parce que j'étais lâche, » avoua-t-elle. « Parce que j'avais peur de tout détruire. » Antoine la regarda longuement, puis soudain, il la prit dans ses bras. « Tu m'as manqué, dit-il simplement. Tu nous as tous manqué. Cette maison n'a jamais été la même après ton départ. » Émilie observait cette scène avec émotion. Son oncle Antoine l'acceptait déjà, sans poser de questions, sans jugement. Les enfants, eux, s'étaient approchés avec curiosité. « Alors tu es notre cousine ?» demanda le petit Marc, âgé de 8 ans, avec la franchise des enfants. « Tu nous ressembles beaucoup. »« Oui, » dit Émilie en souriant. « Je suppose que je suis votre cousine. » Elle regarda Julien, qui l'observait avec fascination. La ressemblance entre eux était troublante. Ils auraient pu passer pour des jumeaux. « C'est dingue, » dit Julien. « On a exactement les mêmes yeux, la même bouche. Tu fais quoi dans la vie ?»« Je viens de finir mes études de littérature, » répondit Émilie. « Et toi ?»« Moi aussi,
Enfin, je commence juste. Je suis en première année à Sciences Po, mais je me passionne pour la littérature. » Il se tourna vers son père. « Papa, tu te rends compte? J'ai une cousine qui me ressemble et qui aime les mêmes choses que moi. » Sophie, plus réservée, s'approcha d'Émilie avec timidité. « Tu savais que tu étais notre cousine ?»« Non, » répondit Émilie doucement. « Je l'ai appris il y a une semaine seulement. C'est tout nouveau pour moi aussi. » Antoine s'assit à côté de son frère. « Gabriel, dit-il sérieusement, raconte-moi tout, du début. » Et Gabriel raconta. Toute l'histoire depuis les retrouvailles à la Sorbonne jusqu'aux révélations de cet après-midi. Les enfants écoutaient avec fascination, posant parfois des questions, s'exclamant devant les coïncidences et les malentendus. « Donc, résuma Sophie quand Gabriel eut fini, vous vous aimiez tous les deux. Vous avez eu Émilie, mais vous ne vous l'êtes jamais dit et vous vous êtes perdus de vue pendant 22 ans. » « C'est à peu près ça, confirma Gabriel avec ironie. « Les adultes sont vraiment compliqués, déclara Marc, ce qui fit rire tout le monde. Antoine regardait sa belle-sœur retrouvée avec affection. « Isabelle, dit-il, j'espère que tu vas rester dans nos vies cette fois. Nous avons déjà perdu assez de temps comme ça. »« Si vous voulez bien de moi, répondit Isabelle avec émotion. « Bien sûr qu'on veut de toi, s'exclama Julien. « Et d'Émilie aussi, n'est-ce pas, papa ?» Antoine hocha la tête avec conviction. « Cette famille a besoin de se reconstruire, dit-il. Nous avons été séparés trop longtemps. » Gabriel observait cette scène avec un bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Sa famille se reconstituait sous ses yeux. Pas comme avant, c'était impossible, mais différemment, enrichi par les années de séparation et les retrouvailles. « Il faut qu'on organise quelque chose, » dit Sophie avec enthousiasme. « Un grand dîner familial, avec tous les cousins, les oncles, les tantes. »« Doucement, » tempéra Antoine en riant. « Laissons à Émilie le temps de s'habituer à nous. Nous sommes une famille nombreuse et bruyante. Cela peut être intimidant. »« Au contraire, » dit Émilie. « J'ai hâte de vous connaître tous. J'ai grandi fille unique. L'idée d'avoir une grande famille me réjouit. »« Dans ce cas, » dit Gabriel, « organisons ce dîner. Dimanche prochain, ici, dans la salle à manger familiale. »« Avec plaisir, » accepta Isabelle. « Mais j'aimerais contribuer. Je peux préparer des plats ou... »« Tu peux préparer ton fameux soufflé au chocolat ?» demanda Antoine avec gourmandise. « Celui que tu nous faisais quand nous étions adolescents. » Isabelle rit. « Je n'ai pas oublié la recette, » assura-t-elle. « Parfait, » s'exclama Gabriel. « Alors c'est décidé. Dimanche, grand dîner familial. » Les heures qui suivirent passèrent dans une atmosphère de joie et de découverte mutuelle. Les enfants bombardaient Émilie de questions sur sa vie, ses études, ses goûts. Ils découvraient avec émerveillement qu'ils partageaient de nombreux points communs, pas seulement physiques, mais aussi intellectuels et artistiques. Julien et Émilie se découvrirent une passion commune pour les auteurs russes du XIXe siècle. Sophie était fascinée par les récits d'Émilie sur sa vie à Vincennes, si différente de leur existence privilégiée. Quant au petit Marc, il avait décidé qu'Émilie était la cousine la plus cool du monde et ne la quittait plus. Antoine et Isabelle, eux, rattrapaient 23 ans de séparation. Il lui parlait de sa femme Catherine, de sa vie à Londres, de ses affaires. Elle lui racontait Michel, l'éducation d'Émilie, sa carrière d'enseignante. Gabriel observait tout cela avec un mélange de bonheur et de mélancolie. Il était heureux de voir sa famille réunie, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à toutes ces années perdues. 22 ans pendant lesquels il aurait pu voir sa fille grandir, l'aider dans ses devoirs, la consoler de ses chagrins d'adolescente. Vers 19 heures, Antoine et ses enfants prirent congé. Ils logèrent dans un hôtel du 16e arrondissement. « Nous reviendrons demain », promit Sophie en embrassant Émilie. « J'ai tellement de choses à te montrer. »« Moi aussi, » dit Julien. « J'ai tous les livres de littérature russe dans ma chambre ici. Tu pourras emprunter ceux que tu veux. » Quand ils furent partis, Gabriel, Isabelle et Émilie se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque. L'atmosphère était différente maintenant, plus paisible, plus familiale. « Cette journée a été, » commença Émilie. « Intense, » termina Gabriel. « Très intense. Comment te sens-tu ?»« Bien, » dit Émilie après réflexion. « Fatiguée, émue, mais bien. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. » Isabelle la regarda avec tendresse. « Tu es sûr que ce n'est pas trop ? Découvrir un père, un oncle, 3 cousins d'un coup ? » « Non, » assura Émilie. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Maintenant, je sais quoi. » Gabriel se leva et se dirigea vers le bureau
où il gardait ses papiers personnels. Il en sortit une chemise cartonnée et revint s'asseoir. « Émilie, dit-il solennellement, il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. L'héritage. » « Gabriel, non, protesta Émilie. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de ton argent. »« Écoute-moi, insista Gabriel. Que tu le veuilles ou non, tu es ma fille légitime. Légalement, tu as droit à une part de l'héritage des Montclair. C'est incontournable. » Il ouvrit la chemise et en sortit des documents. « J'ai consulté mes avocats cette semaine. Voici ce que je te propose. Une fondation. La fondation Émilie Montclair, dédiée à l'éducation et à la culture. Tu en serais la présidente. Tu pourrais choisir les causes à soutenir, les projets à financer. » Émilie regarda les papiers avec surprise. « Une fondation ? » ?»« Oui, confirma Gabriel, avec un capital de départ de 10 millions d'euros. Ce n'est qu'une fraction de ce qui te revient de droit, mais c'est déjà assez pour faire beaucoup de bien. Tu pourrais financer des bourses d'études, soutenir des bibliothèques, aider de jeunes auteurs. » Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. « Je pourrais vraiment faire ça. »« Bien sûr, dit Gabriel. C'est ton héritage, Émilie. Utilise-le comme tu l'entends. Pour faire du bien, pour réaliser tes rêves, pour aider les autres. » Émilie prit les documents et les feuilleta avec émotion. « C'est un cadeau merveilleux, dit-elle. Mais es-tu sûr ? 10 millions d'euros, c'est énorme. Ce n'est rien, comparé à ce que tu m'as déjà donné, répondit Gabriel. Tu m'as rendu ma famille, Émilie. Tu m'as redonné un sens à ma vie. Isabelle regardait cet échange avec fierté. Sa fille acceptait enfin son héritage, mais d'une façon qui correspondait à ses valeurs. Elle ne deviendrait pas riche pour elle-même, mais pour servir les autres. Il y a une condition, ajouta Gabriel avec un sourire. Tu dois accepter que je t'aide à gérer cette fondation, que nous travaillions ensemble. Je ne veux pas te forcer à passer du temps avec moi, mais... Papa, l'interrompit Émilie, bien sûr que je veux travailler avec toi. J'ai 22 ans de retard à rattraper. Et puis, tu as de l'expérience dans les affaires, moi je n'y connais rien. Gabriel sentit son cœur se gonfler de bonheur. Alors c'est d'accord ? C'est d'accord, confirma Émilie. Puis elle se jeta dans ses bras, le serrant fort contre elle. Merci, papa. Merci pour tout. Gabriel la serra à son tour, les larmes aux yeux. Non, merci à toi, ma fille. Merci d'exister. Merci d'être si parfaite. Isabelle les regardait s'embrasser, émue aux larmes. Bon, dit-elle en s'essuyant les yeux. Je crois qu'il est temps de rentrer. Émilie accourt demain matin. Maman, protesta Émilie, c'est samedi. Ah oui, c'est vrai, rit Isabelle. J'ai perdu la notion du temps. Gabriel se leva. Je vous raccompagne, proposa-t-il. Ou plutôt, mon chauffeur vous raccompagne. Je ne veux pas que vous preniez le métro si tard. Ce n'est pas nécessaire, commença Isabelle, mais Gabriel l'interrompit. S'il vous plaît, dit-il, laisse-moi m'occuper de vous. J'ai 22 ans de sollicitude à rattraper. Sur le perron de la maison, ils échangèrent leurs derniers mots de la soirée. Gabriel, dit Isabelle doucement, merci pour cette journée. Merci de nous avoir si bien accueillis. Merci de m'avoir rendu ma fille, répondit Gabriel. Et Isabelle, j'espère que nous pourrons apprendre à nous connaître à nouveau. Pas comme avant, nous ne sommes plus les mêmes personnes, mais différemment. Comme des amis peut-être, des parents qui s'entendent bien. Isabelle sourit. J'aimerais ça, dit-elle. Nous le devons à Émilie. Et peut-être nous le devons nous aussi à nous-mêmes. Gabriel acquiesça. Nous avons le temps, dit-il. Pour la première fois depuis 23 ans, nous avons tout le temps devant nous. Émilie embrassa son père une dernière fois. À dimanche, dit-elle, pour le grand dîner familial. À dimanche, confirma Gabriel. Et Émilie, n'hésite pas à m'appeler, pour n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Promis, dit Émilie. Bonne nuit, papa. Gabriel les regarda monter dans la voiture avec un sourire béat. Sa fille l'avait appelé papa, 3 fois dans la même soirée. Il avait une fille, une vraie fille, qui l'aimait déjà malgré leurs années de séparation. Dans la voiture qui les ramenait à Vincennes, Émilie et Isabelle gardèrent le silence, digérant les émotions de cette journée extraordinaire. « Maman, dit finalement Émilie, est-ce que tu es heureuse ?» Isabelle réfléchit un moment. « Oui, dit-elle finalement. Pour la première fois depuis la mort de Michel, je me sens complètement heureuse. Et toi ?»« Moi aussi, confirma Émilie. J'ai l'impression d'être enfin complète, d'avoir trouvé toutes les pièces du puzzle. Et Gabriel ?» demanda Isabelle avec une pointe d'hésitation. « Qu'est-ce que tu penses de lui ?» Émilie sourit. « Je l'aime bien, dit-elle simplement. Il est différent de ce que j'imaginais. Plus sensible, plus vulnérable. Et il m'aime vraiment, ça se voit. »« Oui,
confirma Isabelle. Il t'aime. Il vous a toujours aimé, toi et moi, même quand il ne savait pas que tu existais. Et toi, demanda Émilie, tu l'aimes encore? Isabelle soupira. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Il y aura toujours quelque chose entre Gabriel et moi. Nous avons partagé trop de choses. Nous avons créé ensemble la plus belle chose qui soit, toi. Mais l'amour, je ne sais pas si nous pouvons retrouver ce que nous avions. Vous n'êtes pas obligés, dit Émilie avec sagesse. Vous pouvez être amis, coparents, famille. L'amour romantique n'est pas une obligation. Isabelle sourit à sa fille. Quand es-tu devenue si sage? J'ai eu une excellente mère, répondit Émilie en prenant la main d'Isabelle. Et maintenant, j'ai aussi un père. Je suis la fille la plus chanceuse du monde. Le dimanche suivant, la salle à manger de la maison des Montclair n'avait jamais été aussi animée. Antoine était venu avec sa femme Catherine et leurs 3 enfants. Gabriel avait invité Claire, sa nièce, qui était ravie de retrouver sa nouvelle cousine. Isabelle avait préparé son fameux soufflé au chocolat, mais aussi un rôti de bœuf aux petits légumes qui avait fait ses délices autrefois. Autour de la grande table familiale, 3 générations de Montclair se retrouvaient enfin réunies. Les conversations fusaient, les rires résonnaient, les souvenirs se mélangeaient aux projets d'avenir. Émilie était assise entre son père et son oncle Antoine, rayonnante de bonheur. Pour la première fois de sa vie, elle faisait partie d'une grande famille, avec tous ses codes, ses traditions, ses habitudes. Julien lui expliquait l'histoire de chaque portrait accroché au mur. Sophie lui montrait des photos de leurs vacances en famille. Le petit Marc réclamait bruyamment qu'elle vienne passer le prochain week-end chez eux, à Londres. Gabriel observait cette scène avec émotion. Sa fille s'intégrait naturellement dans la famille, comme si elle en avait toujours fait partie. Et Isabelle riait avec Catherine des bêtises de leurs enfants respectifs. Elle aidait Madame Dubois à servir le dessert. Elle semblait avoir retrouvé sa place dans cette maison qu'elle avait tant aimée. « Gabriel, dit Antoine à voix basse, je n'ai jamais vu aussi heureux. Cela fait plaisir à voir. Je n'ai jamais été aussi heureux, confirma Gabriel. Ma vie avait un goût d'inachevé depuis 23 ans. Maintenant, enfin, elle a un sens. Et avec Isabelle? Demanda Antoine. Vous allez? Gabriel secoua la tête. Nous n'en savons rien encore. Nous apprenons à nous redécouvrir. Peut-être que l'amour reviendra, peut-être pas. L'important, c'est Émilie. Et cette famille qui se reconstruit. Antoine hocha la tête, compréhensif. « Vous avez le temps, dit-il. Tout le temps du monde. » Vers la fin du repas, Gabriel se leva et frappa légèrement contre son verre pour attirer l'attention de tous. « Mes chers tous, commença-t-il, je voudrais porter un toast. À Émilie, ma fille, qui a illuminé ma vie en une semaine. À Isabelle, qui m'a donné le plus beau des cadeaux. À Antoine et à sa famille, qui ont accueilli nos retrouvailles avec tant de générosité. À cette famille Montclair qui se reconstitue aujourd'hui, différente d'avant mais plus forte et plus unie que jamais. » Tous levèrent leur verre. « À la famille !» s'écrièrent-ils en chœur. Émilie se leva à son tour. « Moi aussi, j'aimerais dire quelque chose, » dit-elle émue. « Il y a 2 semaines, j'étudiais pour mes examens sans me douter que ma vie allait basculer. Aujourd'hui, je découvre que j'appartiens à une famille extraordinaire, que j'ai un père merveilleux et un oncle adorable, des cousins formidables. Mais surtout, j'ai compris quelque chose d'important. L'amour ne s'use que si on ne s'en sert pas. Vous m'avez aimé avant même de me connaître, et cet amour va me porter toute ma vie. » Elle se tourna vers Gabriel. « Papa, merci de m'avoir cherché dans tes rêves, même sans savoir que j'existais. » Puis vers Isabelle. « Maman, merci de m'avoir donné la vie et de m'avoir si bien élevé. Grâce à vous deux, je suis qui je suis. » Les larmes coulaient sur toutes les joues autour de la table. Même le petit Marc avait les yeux brillants. « Et maintenant, conclut Émilie avec un sourire radieux, commençons à écrire la suite de notre histoire, ensemble. Cette histoire d'amour et de retrouvailles vous a-t-elle touché? J'espère que vous avez apprécié ce voyage émotionnel à travers les années perdues et retrouvées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette saga familiale vous a plu et dites-moi en commentaire quelle a été votre scène préférée. Merci de m'avoir accompagné dans cette belle aventure littéraire. Épilogue, 5 ans plus tard. La Fondation Émilie Montclair occupait maintenant un magnifique hôtel particulier du 7e arrondissement. En 5 ans, elle était devenue une référence dans le domaine de l'aide à l'éducation et à la culture. Émilie, désormais âgée de 27 ans, dirigeait l'organisation avec passion et compétence, soutenue par son père Gabriel, qui lui avait transmis son sens des affaires. Ce matin de juin 2030,
Émilie préparait l'inauguration de la 10e bibliothèque financée par la Fondation. Dans son bureau, elle relisait son discours quand on frappa à la porte. « Entrez !» dit-elle. Gabriel apparut, rayonnant, tenant un bouquet de pivoines blanches, les fleurs préférées de sa fille. « Pour la présidente la plus efficace que je connaisse, » dit-il en lui tendant les fleurs. « Papa, tu me gâtes trop !» protesta Émilie en l'embrassant. « Mais dis-moi, tu as l'air particulièrement joyeux aujourd'hui. Que se passe-t-il » Gabriel sourit mystérieusement. « Disons que cette journée va être spéciale. Ah, au fait, ta mère t'attend dans le salon de réception. Elle a quelque chose à te dire. » Intriguée, Émilie descendit au salon où elle trouva Isabelle, élégante dans une robe bleu marine, qui contemplait par la fenêtre le jardin de l'hôtel particulier. « Maman, papa m'a dit que tu voulais me parler ?» Isabelle se tourna vers sa fille, un sourire radieux aux lèvres. À 53 ans, elle avait gardé cette beauté sereine qui l'avait toujours caractérisée. « Ma chérie, dit-elle, j'ai une nouvelle à t'annoncer. »« Une bonne nouvelle, j'espère ?»« La meilleure qui soit, » confirma Isabelle. « Gabriel et moi, nous avons décidé de nous remarier. » Émilie resta bouche bée quelques secondes, puis explosa de joie. « Vraiment ? Oh maman, c'est merveilleux !» Elle prit sa mère dans ses bras. « Depuis le temps que j'attendais ça. Comment c'est arrivé ? » « Hier soir, » expliqua Isabelle, ses joues rosies par l'émotion. « Nous dînions ensemble. Tu sais, notre petit rituel du samedi soir depuis 2 ans. » Et soudain, Gabriel s'est levé. Il s'est mis à genoux et il m'a demandé si je voulais bien devenir officiellement Madame Moncler. « Et tu as dit oui immédiatement ?»« Presque, » rit Isabelle. « J'ai d'abord dit, Gabriel, nous avons 52 et 58 ans, nous ne sommes plus des adolescents. » Et lui m'a répondu, justement, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous nous sommes déjà ratés une fois, ne recommençons pas. Émilie essuya ses larmes de bonheur. Il a raison. Vous vous êtes assez fait attendre. Quand aura lieu le mariage ? Dans 6 mois, répondit Gabriel qui venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. En décembre, pour l'anniversaire de notre première rencontre. Et bien sûr, nous aimerions que tu sois notre témoin. Avec joie, s'exclama Émilie. Oh papa, maman, je suis si heureuse pour vous. Et Antoine, il est au courant ? Il arrive de Londres cet après-midi avec toute sa famille, dit Gabriel. Il organise un dîner de fiançailles surprise. Toute la famille sera là. Tes cousins, ta tante Catherine, même les grands-parents adoptifs de Thomas et Marie. Émilie rayonnait. Notre famille s'agrandit encore. C'est merveilleux. Et ce n'est pas fini, ajouta Gabriel avec un clin d'œil. Julien nous a annoncé ses fiançailles avec sa copine Emma la semaine dernière, et Sophie commence sa dernière année de médecine. Bientôt nous aurons un docteur dans la famille. Sans compter que toi aussi tu as des nouvelles à nous annoncer, je crois, dit Isabelle avec un sourire complice. Émilie rougit. Comment tu sais ça ? Une mère sent ces choses-là, dit Isabelle. Alors, Thomas et toi ? Émilie sourit, ne pouvant plus cacher son secret. Il m'a demandé en mariage hier matin, avoua-t-elle, juste avant son départ pour son colloque à Oxford. J'allais vous l'annoncer ce soir. Gabriel et Isabelle poussèrent des cris de joie et prirent leur fille dans leurs bras. « Mes enfants se marient la même année !» s'exclama Gabriel. « Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et moi, je vais avoir 2 mariages à organiser, » dit Isabelle, déjà en train de faire des plans. « Ah, il va falloir que je m'y mette sérieusement. » Ils rirent tous les 3, serrés les uns contre les autres, formant enfin cette famille qu'ils avaient mis si longtemps à construire. Plus tard dans l'après-midi, lors de l'inauguration de la bibliothèque, Émilie monta sur l'estrade pour prononcer son discours. Devant elle, dans le public, toute sa famille était réunie. Gabriel et Isabelle, rayonnants, Antoine et sa famille, venus spécialement de Londres, et même Thomas qui était rentré plus tôt que prévu d'Oxford pour la surprise. « Mesdames et messieurs, » commença Émilie, « il y a 5 ans, la fondation Émilie Moncler a été créée avec une mission simple, donner à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, les moyens d'accéder à l'éducation et à la culture. Aujourd'hui, nous inaugurons notre 10e bibliothèque, et je ne peux m'empêcher de penser que tout a commencé par une histoire d'amour. » Elle regarda ses parents avec tendresse. L'histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme qui se sont perdus de vue, puis retrouvés. L'histoire d'amour d'une famille qui s'est reconstituée malgré les années et les malentendus. L'histoire d'amour entre des parents et une fille qui ont mis 22 ans à se rencontrer. Sa voix se brisa légèrement d'émotion. Cette bibliothèque, comme toutes celles que nous avons créées, porte en elle cet amour. L'amour de la connaissance, l'amour de la transmission, l'amour des autres. Car au fond,
C'est cela, la vraie richesse. Non pas l'argent que l'on accumule, mais l'amour que l'on partage. Les applaudissements crépitèrent dans la salle. Gabriel essuya discrètement ses larmes, bouleversé par les mots de sa fille. Isabelle lui prit la main, et ils se sourirent avec cette complicité retrouvée qui n'appartenait qu'à eux. Après la cérémonie, tandis que les invités se dirigeaient vers le cocktail, Émilie s'éclipsa quelques minutes et monta sur la terrasse de l'hôtel particulier. Paris s'étendait devant elle, baignée par la lumière dorée de cette fin d'après-midi de juin. Elle ferma les yeux et repensa à ce jour de graduation, 5 ans plus tôt, où sa vie avait basculé. « Tu réfléchis ?» demanda une voix familière derrière elle. Elle se retourna pour voir Thomas qui la rejoignait, élégant dans son costume gris. À 29 ans, ce passionné d'histoire médiévale était devenu un professeur respecté à la Sorbonne et surtout l'homme de sa vie. « Je pense à tout ce chemin parcouru », dit-elle en se blottissant dans ses bras. « Il y a 5 ans, j'étais une étudiante orpheline de père. Aujourd'hui, j'ai une famille immense, une fondation qui marche. Et toi ?» Thomas resserra son étreinte. « Et dans 6 mois, tu seras ma femme », murmura-t-il contre ses cheveux. « Madame Thomas Beaumont-Monclerc. Tu es sûr que ça ne te dérange pas, ce double nom ?»« Au contraire, » dit Thomas. « Je suis fier de porter le nom des Monclerc. Ton père m'a accueilli comme un fils. Ta famille est devenue la mienne. Même avec toutes nos histoires compliquées, plaisanta Émilie. Surtout avec vos histoires compliquées, rit Thomas. Elles rendent votre famille si attachante. Et puis, regarde le résultat. Vous vous êtes tous retrouvés, finalement. Émilie sourit, contemplant Paris qui s'illuminait peu à peu dans le crépuscule. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse, dit-elle. C'est de voir papa et maman se regarder comme au premier jour. Ils ont retrouvé cet amour qu'ils croyaient perdu. Cela me donne espoir pour nous. Nous n'aurons pas besoin d'attendre 23 ans pour nous marier, nous, dit Thomas en riant. Je ne suis pas assez patient. Heureusement, dit Émilie en l'embrassant. Nous avons appris de leurs erreurs. Ils furent interrompus par des éclats de voix joyeux. Julien et les cousins montèrent les rejoindre, suivis de Gabriel et Isabelle. Alors, les futurs mariés, lança Julien. On fait des plans secrets. On admirait Paris, répondit Émilie, et on se disait que nous avions de la chance. Gabriel s'approcha de sa fille et lui passa un bras autour des épaules. « De la chance, oui, dit-il, mais vous l'avez mérité, tous. » Il regarda Isabelle avec tendresse. « Nous avons tous mérité ce bonheur. »« Papa, » dit Émilie soudain, « j'ai quelque chose à te demander. Pour mon mariage. Tout ce que tu veux, ma chérie. J'aimerais que la cérémonie ait lieu dans la bibliothèque de Neuilly, là où tout a commencé entre maman et toi. Cela me semblerait symbolique. » Gabriel et Isabelle échangèrent un regard surpris et ému. « Dans la bibliothèque ?» répéta Isabelle. « Oui, » confirma Émilie. « C'est là que j'ai été conçue. C'est là que nous nous sommes retrouvés pour la première fois. Cette pièce a une âme particulière pour notre famille. » Gabriel sourit, les larmes aux yeux. « Rien ne pourrait me faire plus plaisir, dit-il. Cette bibliothèque retrouvera enfin sa vocation d'être le cœur de notre famille. »« Et pour votre mariage à vous ?» demanda Thomas. « Vous avez des projets particuliers ?»« Nous pensions à quelque chose de simple, » dit Isabelle. « Juste la famille, les amis proches, dans le jardin de Neuilly peut-être, si le temps le permet. Ou dans la bibliothèque aussi, » proposa Gabriel. « Après tout, c'est notre lieu. » Isabelle rougit légèrement, se souvenant de cette nuit passionnée d'il y a tant d'années. « Pourquoi pas ?» dit-elle doucement. Le petit Marc, maintenant âgé de 13 ans et toujours aussi espiègle, s'approcha d'eux. « Oncle, Gabriel, dit-il, maman m'a dit que vous alliez vous remarier avec tante Isabelle. Ça veut dire qu'Émilie va devenir officiellement ma cousine ? Elle l'est déjà, mon bonhomme, rit Gabriel. Mais oui, ce sera officiel. Super, s'exclama Marc. Et est-ce que vous allez avoir d'autres enfants ? J'aimerais bien avoir un petit cousin ou une petite cousine. Le silence qui suivit fut éloquent. Gabriel et Isabelle, dans la cinquantaine avancée, échangèrent un regard amusé. Marc, dit Sophie en rougissant, on ne pose pas ce genre de questions. Pourquoi ? Demanda innocemment le garçon. Papa et maman en ont bien eu 3. Tout le monde éclata de rire. Mon chéri, dit Isabelle en ébouriffant les cheveux de Marc. Gabriel et moi, nous sommes un peu âgés pour avoir d'autres enfants. Mais nous avons déjà une famille nombreuse et merveilleuse. C'est vrai, acquiesça Marc. Nous sommes beaucoup. Et bientôt, Thomas va faire partie de la famille aussi. Thomas sourit au garçon. J'ai hâte, dit-il sincèrement. Vous êtes la famille la plus accueillante que je connaisse. Bon, dit Antoine en consultant sa montre, il est temps de redescendre. Les invités doivent nous attendre pour le cocktail.
Ils redescendirent tous ensemble, formant une joyeuse procession dans les escaliers de l'hôtel particulier. Dans le salon de réception, les invités de la fondation mêlaient leur conversation aux éclats de rire de la famille. L'atmosphère était chaleureuse, conviviale. Gabriel observa la scène avec satisfaction. Sa fille dirigeait les opérations avec une aisance naturelle, accueillant chaque invité, expliquant les projets de la fondation, rayonnant de passion pour son travail. Isabelle, elle, discutait avec les instituteurs et bibliothécaires présents, partageant son expérience d'enseignante. « Monsieur Moncler ?» Une voix l'interpella. Il se retourna pour voir une journaliste qu'il reconnut vaguement. « Marie Dubois, du Figaro. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le succès de la fondation Émilie Moncler ?» Gabriel sourit. « Bien sûr, mais c'est à ma fille qu'il faut poser la question. C'est elle, la véritable âme de cette fondation. Certes, mais vous en êtes le fondateur et le principal mécène. Comment est née cette idée ?» Gabriel réfléchit un moment. « Il y a 5 ans, dit-il finalement, j'ai retrouvé ma fille après 22 années de séparation. J'ai découvert qu'elle était une jeune femme remarquable, généreuse, passionnée par l'éducation. Créer cette fondation était ma façon de rattraper le temps perdu, de lui offrir les moyens de réaliser ses rêves tout en aidant les autres. Une belle histoire, commenta la journaliste. Et votre fille a brillamment relevé le défi. Elle m'épate chaque jour, confirma Gabriel avec fierté. Émilie a transformé cet héritage en quelque chose de vivant, d'utile. Elle a donné un sens à cette fortune. Plus tard dans la soirée, quand les derniers invités furent partis, la famille se retrouva seule dans le salon. Les enfants étaient épuisés, mais ravis de cette journée. Émilie avait ôté ses chaussures à talons et s'était assise par terre comme quand elle était petite. « Alors, dit Antoine, récapitulons. Gabriel et Isabelle se marient en décembre. Émilie et Thomas au printemps. Julien et Emma l'été prochain. Sophie termine ses études de médecine. Marc entre au lycée. C'est une année qui s'annonce riche en événements. N'oublions pas que papa va bientôt prendre sa retraite, ajouta Émilie. Du moins partiellement. Gabriel hocha la tête. À 58 ans, il est temps que je lève le pied. J'ai envie de profiter de ma famille, de voyager avec Isabelle, de voir grandir mes futurs petits-enfants. Des petits-enfants ? S'exclama Thomas. Nous n'en sommes pas encore là. Moi j'en veux plein, déclara Émilie. Au moins 3 ou 4. Cette maison a besoin d'être remplie de rires d'enfants. Isabelle sourit tendrement à sa fille. Tu seras une mère merveilleuse, dit-elle. Tu as déjà l'instinct maternel avec tes cousins. Et Thomas sera un père formidable aussi, ajouta Gabriel. Il a la patience qu'il faut avec les enfants. Thomas rougit légèrement. J'espère, dit-il. En tout cas, j'aurai de bons modèles. Regardez comme vous avez bien élevé Émilie, malgré les circonstances. Les circonstances nous ont appris à ne jamais tenir l'amour pour acquis, dit Isabelle doucement. C'est peut-être la plus belle leçon que nous puissions transmettre. Émilie se leva et alla embrasser ses parents. Merci, dit-elle simplement. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir retrouvé. Merci de former enfin la famille que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est toi qui nous as tous réunis, dit Gabriel. Sans toi, Isabelle et moi serions toujours perdus l'un pour l'autre. Peut-être, dit Émilie avec sagesse, mais c'est l'amour qui a tout rendu possible. L'amour qui vous liait, l'amour qui m'a porté, l'amour de cette famille. Ils restèrent ainsi quelques minutes, enlacés, savourant ce moment parfait de bonheur familial. Dehors, Paris scintillait dans la nuit, mais pour eux, tout l'univers se résumait à cette pièce, à ces liens retrouvés, à cet amour enfin épanoui. Gabriel regarda sa montre. « Ah, elle se fait tard, dit-il. Nous devrions tous rentrer nous reposer. »« Pas encore, protesta le petit Marc. On est si bien ensemble. Nous avons toute la vie devant nous maintenant, lui dit Isabelle en l'embrassant. Toute la vie pour être ensemble. Promis ? Demanda l'enfant. Promis, répondirent en chœur Gabriel, Isabelle et Émilie. Et pour la première fois depuis 28 ans, cette promesse sonnait comme une certitude. J'espère que cette saga familiale remplie d'amour, de retrouvailles et de secondes chances vous a touché autant qu'elle m'a ému à écrire. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable transcende le temps et les malentendus, et que parfois, les plus belles histoires commencent par un regard échangé dans une foule. Merci de m'avoir accompagné dans cette belle aventure française. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette conclusion vous a plu. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous aux amours retrouvés et aux familles qui se reconstruisent? À bientôt pour de nouvelles histoires.